Bon, bah, ça me fait plaisir de pouvoir te parler parce que je suis tombé en fait sur tes vidéos sur YouTube que j'ai trouvé vraiment sympa. Je suis tombé sur une vidéo récente qui était l'analyse de Cyril Gann, qui est d'actualité. Et puis après, je suis allé voir ta chaîne et j'ai bien aimé notamment les séries Un entraîneur qui s'entraîne. Je trouvais que le concept était vraiment sympa. Moi, je suis toujours assez avide de voir ce que font les autres, tout ça, parce que c'est une source d'inspiration. Et Ah bah, voilà. c'est gentil, hein. Donc je me suis dit, bah tiens, il a l'air d'avoir des choses intéressantes à dire. Et je me suis dit, je vais te contacter pour qu'on puisse en discuter. Puis tu as accepté tout de suite, donc c'est génial. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es coach déjà? Alors que je suis coach, ça va faire mais pratiquement 15 ans bientôt. J'ai commencé à l'âge de 20. J'ai ouvert mon. Alors, je coach depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai 30, je vais faire 38 ans, là, j'ai 37 ans. Ok. En fait, je coachais les jeunes de mon club de boxe quand j'avais 16-17 ans. Et après, mais vraiment où j'ai ouvert ma structure, enfin mon club, du coup, c'était à l'âge de 23 ans, donc il y a pratiquement 15 ans maintenant. D'accord. Ouais, donc, et tu as commencé à coacher à 15-16 ans, ça c'est assez inhabituel, non? Ah, alors, parce que j'ai commencé les sports de combat très jeune, tu sais, moi, c'est mon père qui m'a forcé à faire de la boxe à l'âge de 10 ans à peu près. Il était pratiquant Et lui-même? c'était le. Il Pardon? était pratiquant lui-même? Oui, oui, lui et ses frères et mon grand-père aussi. Mon grand-père faisait du catch à l'époque. Il était dans un club qui faisait de la savate et de la canne, parce que c'était pas dissociable, tu sais, Ouais. la savate et la canne. Ouais. Et il était chez Aimable, ça s'appelait comme ça, le club à Montpellier, avec un club. Et il faisait du catch et de la lutte gréco-romaine, tu sais. C'était indissociable aussi. C'est-à-dire quand tu faisais du corps à corps, tu faisais souvent du catch à côté. Mais ça, je te passe ça il y a 90 ans. Ouais. Et après, il a mis ses enfants, ben, du coup, à la boxe anglaise. Et eux, ils ont ouvert une salle de muscu municipale. Il y en a très peu maintenant, mais avant, Ouais. toutes les salles de muscu étaient municipales. Et donc, ils avaient un club de boxe dans mon village. Et du coup, ben, c'est pour ça que j'ai aidé mon oncle en fait à entraîner les jeunes, si tu fais les petits quoi. Ouais. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à entraîner à peu près à cet âge-là. Après, j'ai arrêté, hein. Après, je me concentrais surtout sur mon entraînement à moi. Et du coup, c'est une sorte de tradition familiale, quoi, les sports de C'est ça. combat. Et j'avais pas choisi ça, hein. Moi, je te dis, à la base, j'ai été forcé. Ça m'intéressait pas plus que ça. Mais après, voilà, je me suis pris et j'ai été passionné. Et j'étais le moins doué de la famille, c'est ça. Et je suis le seul qui a continué. Tu vois le paradoxe quand même. Mais souvent, moi, j'ai remarqué que il y a un lien là-dedans, c'est que quand tu es doué, c'est facile. Et du coup, c'est comme si tu donnais moins de toi-même parce que tu vois, ça devient plus facilement. Alors que quand tu dois vraiment bosser et tout, bah, tu vas. Enfin, soit tu abandonnes tout de suite, soit si tu persistes, c'est que tu aimes vraiment ça. Et du coup, moi, j'ai souvent remarqué qu'il y a pas mal de gens que c'est pas forcément les plus doués qui durent le plus longtemps, tu vois. Et qui forcément Ah ouais, deviennent non, les mais ça. meilleurs sur la durée parce que bah, les doués, ils font pas toujours le taf, en fait, quoi. Ouais, et en plus, c'est pas évident quand tu es doué, c'est pas évident d'expliquer aux autres comment tu fais pour réaliser les techniques, etc. parce que tu as des facilités. Ben oui, c'est ça. Mais moi, c'est souvent aussi ce que je dis des fois, que ce soit sur la souplesse ou même sur la nutrition, d'aller voir un mec pour qui c'est facile, un mec qui est hyper souple naturellement, il va pas avoir rencontré les problèmes que tu rencontres toi, donc il va avoir du mal en fait à t'aider, parce que les techniques que lui, il a utilisées, elles ont fonctionné sur lui parce il avait une nature souple. Et pareil sur la nutrition, quelqu'un qui est sec de nature, il galère pas pour être sec, donc il va pas... Enfin, souvent, je trouve ça intéressant de trouver des gens qui ont vraiment eu du mal à obtenir leurs résultats parce qu'ils ont rencontré les problèmes que les autres rencontrent et ils ont trouvé des vraies solutions, quoi. Donc, Ah, exactement, je suis ouais. entièrement d'accord avec ta réflexion. Et ils t'ont fait Ça, c'est commencer clair. à quel âge alors, l'entraînement? Alors, moi, ils m'ont fait comment? Alors, j'ai commencé par le judo quand j'étais petit, Ouais, à 5-6 ans. Après, il y a le club de boxe qui a ouvert, j'avais 10 ans à peu près. Et j'ai fait mes premiers combats 12 ou 13 ans en boxe thaï. Après, j'ai eu la chance, je te dis, comme mon père, moi, il venait de l'anglaise, il m'a mis après dans un club de boxe anglaise vers l'âge de 14 ou 15 ans. Et après, j'ai fait un peu tous les sports de combat, tu vois, mais surtout axé sur la boxe. Je combattais en kick, en thaï, et après, j'ai combattu en anglaise. Et après, je suis parti à l'armée, et en 2005, donc il y a 17 ans maintenant, j'ai connu le MMA parce que je voulais me lancer dans le MMA, mais il n'y avait pas de club à proprement parler. Tu sais, c'était très compliqué. Il y a 17 ans en ouais. arrière, j'en me rends pas compte. Mm. Et il y avait un club de jiu-jitsu brésilien dans ma ville, dans Montpellier, qui marchait très très fort. C'était un des meilleurs clubs de France. Et, et donc, je suis allé m'entraîner là-bas, et c'est là où j'ai découvert le sol. Tu vois, donc il y a 17 ans maintenant. C'était qui Et à c'était en décembre Montpellier? 2005. C'était qui? C'était Manu? Alors, à l'époque, c'était David Touzé Ouais, qui avait monté ce ok. club. Et c'était le premier Français qui a été champion du monde de jiu-jitsu brésilien en adulte
En ceinture bleue, c'est Laurent Verger, c'était un poids lourd qui s'entraînait chez nous. D'accord. Et ceux qui ont été le plus connus à Montpellier, c'était les 2 jumeaux, les frères Chiavo. Lucioni. Non, les frères Lucioni. Ah, Lucioni. Et Chiavo, et eux, en fait, ils sont pas de Montpellier. Schiavo, c'est plus haut, c'est Avignon. Avignon, ok. Et en fait, eux, c'était des pointures. Les deux, ils ont été vice-champions d'Europe en violette, etc. Et donc, voilà, c'est des gens qui étaient connus et respectés dans le milieu. Et après, il y a eu Francisco Donato qui est arrivé un peu plus tard, en 2007, qui a été mon entraîneur également, qui avait combattu Jeff Monzon, il avait combattu Ricardo Arona, Minotaur et tout au Brésil, tu vois. Donc, c'était une pointure. Il avait été champion du monde, lui, en ceinture marron. Et voilà, et après, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le MMA. Et après, j'allais m'entraîner, comme il y avait pas, on faisait pas beaucoup de lutte, mais je faisais la boxe donc chez mon oncle en quelque sorte. Après, j'allais au jiu-jitsu et j'allais m'entraîner dans un club de lutte qui était à côté de ma ville. Mais malheureusement, comme les clubs de lutte, tu sais aussi bien que moi, il y en a très peu, à part un peu en région parisienne, tu vois, où tu avais Bagnolet, l'US Métro, etc. Mais en province, il n'y en a quasiment pas. Donc j'avais très peu de sparring. Donc c'est là où j'ai décidé de monter mon club en 2007 et de mettre l'accent sur la lutte et de faire un club où on pratiquait le MMA. Ouais. Ce qui n'existait quasiment pas à ce moment-là. Parce que j'ai vu sur les vidéos que t'as l'air d'avoir une bonne lutte. Moi, j'adore la lutte. Ça fait une dizaine d'années que j'en fais avec Yuri. Je crois que tu connais Yuri. Oui, bien sûr. Et j'ai vu dans les vidéos, j'ai même envoyé à Yuri. Je lui ai dit, tiens, regarde, lui, il a l'air de bien lutter et tout. Il m'a dit, ah ouais, je le connais, j'ai déjà croisé au MMA Factory. Alors, pour le paradoxe, et je cherche toujours la réponse, c'est paradoxal en fait, c'est que je me suis rendu compte dans mon schéma d'apprentissage et quand j'ai commencé en fait, à étudier la coordination motrice, tu vois, le rapport humain, etc. En fait, je me suis rendu compte qu'en boxe, comme j'ai commencé très jeune, eh bien, effectivement, j'avais une belle gestuelle, mais ça, c'était pas une question de talent, c'était une question parce que j'avais commencé à l'âge de 10 ans. Ouais. Donc tu sais que tu es une éponge quand tu as 10 ans, peu importe le talent que tu as ou pas, si tu t'arrêtes pas, tu seras quand même plus ou moins, tu donneras l'impression d'avoir été doué. Ouais. Au sol, je comprenais rien. C'est-à-dire, j'avais de la force, tu vois, mais je comprenais rien. Je me faisais... Enfin, comme j'avais un peu de force, j'arrivais à stabiliser, etc. Et par contre, bizarrement, en projection et en lutte, première fois que j'ai fait de la lutte au club, je jetais tout le monde, tu vois. Et en fait, tu me montrais une technique, je savais la faire. Et alors, j'avais toujours cru, pendant des années, je m'étais dit que l'apprentissage, il était pareil pour toutes les disciplines dans les sports de combat. Et en fait, je me suis rendu compte que non, qu'on avait des facilités dans des disciplines diverses. Alors après, quand j'ai étudié la morpho-anatomie, etc., j'ai commencé à comprendre que oui, j'avais des prédispositions athlétiques aussi pour cette discipline. Mais j'ai pas encore, je te cache pas que je n'ai pas encore trouvé réellement la réponse à mes questions. Et je m'interroge encore aujourd'hui, comment ça se fait que le sport où j'aurais été le plus fort, je pense, aurait été le judo ou la lutte. Bon, la lutte, j'en parle pas parce que comme j'avais pas de club, donc j'aurais pas pu performer au haut niveau. Mais en judo, déjà, quand j'étais petit, je massacrais tout le monde dans mon club. Alors qu'en boxe, non. En boxe, comme je m'entraînais plus que les mecs, je gagnais parce que je m'entraînais plus. Mais j'ai rencontré des mecs qui m'ont donné des leçons en combat. J'avais fait les championnats de France à côté de Grenoble à Clé. J'avais pris en finale du championnat de France, je crois que c'était. J'avais pris un mec qui faisait de la boxe française. Il m'avait atomisé. Il m'avait humilié, tu vois. Il m'avait gagné tous les rounds en rigolant. Et là, j'ai compris que je m'entraînais déjà vraiment beaucoup quand j'étais petit. Et je me suis dit, mais attends, ce mec, j'avais discuté un peu avec lui, il s'entraînait 2 fois par semaine. Il m'avait donné une leçon, je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait des mecs... J'étais petit là, j'avais 13-14 ans. J'avais compris qu'il y avait déjà des individus qui avaient plus de facilité que d'autres. Et en grappling, pareil, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille plus que les autres pour essayer de comprendre les techniques. Et c'est pour ça qu'après, je te dis, j'ai commencé à identifier qu'il y avait des disciplines dans les disciplines, donc un sport dans le sport, où on pouvait être un peu plus doué. Et pourquoi pas s'aventurer après à expérimenter. Bon, alors après, avec la pratique, la loi des 10 000 heures, plus ou moins, Greg, tu le sais, tu es bien partout. C'est-à-dire qu'en grappling, maintenant, ça fait 17 ans que je fais du sol. Donc automatiquement, j'assimile beaucoup plus rapidement. Je vois une vidéo sur YouTube, plus ou moins, je vais savoir la mettre en pratique. Mais parce que ça fait 17 ans. Il y a des mecs qu'à 1 an et demi d'entraînement, ils assimilent aussi bien que moi. Tu vois, par exemple, même bien avant, même des fois. Alors qu'en lutte, non. En lutte, même si j'ai jamais vu le mouvement, tu me le montres une fois, mais depuis toujours, hein, même quand j'étais débutant, je l'assimilais assez rapidement. Tu vois. Donc c'est le paradoxe. Hein. C'est intéressant de savoir qu'il y a des disciplines dans lesquelles on a des prédispositions et d'autres non. Et c'est pas mal, après, pour identifier maintenant, pour le futur, pour mes élèves, ça me permet d'identifier des problématiques ou des solutions. Et toi, tu penses que c'est lié à vraiment quelque chose d'anatomique, les prédispositions ou En partie, pas que. Il y a des préférences. Hein. Il y a des préférences, qui soient neurologiques ou physiologiques, mais il y a des préférences, c'est indéniable. Parce que je vois pas pourquoi je serais pas... parce que le grappling, ça reste du corps à corps, comme la lutte. Et comment ça se fait qu'en grappling, j'ai été besogneux, j'ai été laborieux, tu vois, alors qu'en lutte,
tu me montrais un double leg, je savais le faire. Ouais. Après, C'est que je comprenais pas, tu vois. Moi, la différence que je vois quand même, c'est que, et justement, je trouve que la passerelle, elle se fait souvent mieux quand tu vois les lutteurs qui se mettent à la boxe. Ils sont souvent bien meilleurs que les mecs du JJB qui se mettent à la boxe. Alors, je parle d'une manière générale, il y a toujours des exceptions. Mais parce que je trouve que sur un point de vue athlétique, alors tu vois, je trouve que les déplacements de lutte, c'est assez proche des déplacements de boxe, sauf que tu es beaucoup plus bas, tu vois. Mais je veux dire, la manière des prises d'appui, la réactivité, les changements d'angle et tout ça, c'est des trucs que tu retrouves sur la boxe. Et du coup, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bah, tu pars pas complètement de zéro, t'as pas perdu tous tes repères. Alors que le sol, c'est vraiment des appuis différents. Déjà, tu n'es plus sur 2 appuis, mais tu es sur 4 appuis en général. Et c'est une manière de se mouvoir qui est complètement nouvelle. Donc, enfin. Ouais, tu as ce sentiment de vraiment repartir de zéro si tu n'as jamais fait ça. Moi, c'est ce que j'avais vécu aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du pied-point ou de la boxe et tout, qui veulent pas se mettre au sol parce qu'ils repartent vraiment de 0-0. Et c'est pas évident. Si tu as déjà un bon niveau dans une discipline, souvent, il y en a, ils ont un problème d'ego et de se dire, je recommence tout en bas à zéro, quoi. Ah, c'est très dur, hein. Non, mais c'est clair, c'est très dur. Et en plus, pour te rejoindre, c'est oui, complètement. C'est vrai que tu t'aperçois aussi, il y a le temps. C'est-à-dire que les combats de lutte ressemblent à des combats de boxe, Ouais. par exemple, tu vois, Ouais. en termes de temps, en termes de round. Alors qu'en jiu-jitsu brésilien, quand tu combats en ceinture noire, par exemple, c'est un round de 10 minutes. C'est ça, ouais. Donc en fait, le rythme est totalement différent de celui que tu pourrais avoir en boxe ou en lutte, qui est beaucoup plus sur l'intensité, la C'est ça, réactivité. ouais. L'intensité Donc des actions, c'est vrai, elle est un peu aussi c'est ça. assez proche. La lutte, c'est ultra explosif. La boxe aussi. Tu peux pas aller doucement. Ouais, Tu peux alors que rentrer direct. tu as des individus en jiu-jitsu qui sont pas explosifs pour un P, mais Ouais. qui sont extrêmement compétitifs parce qu'ils sont flexibles, parce qu'ils sont très endurants, ils vont s'asseoir directement, Ouais. tu vois, et après ils t'amènent dans leur jeu. Non, c'est un jeu d'échecs, hein, le sol. Et surtout aujourd'hui, hein, Ouais. le sol d'aujourd'hui c'est tellement modernisé, surtout avec le kimono, Ouais. avec le lapel, etc. Maintenant, c'est très complexe. Donc oui, effectivement, ça se joue maintenant aux avantages. Hein. On est presque au judo, tu sais, comme au judo, t'as pas vu maintenant, c'est celui-là qui prendra le kumikata Ouais. qui gagnera le combat, quoi. Maintenant, on est beaucoup sur les contrôles, on est moins sur les projections. C'est devenu très Là, stratégique. ils ont retiré les saisies dans les jambes et tout ça. Ouais, voilà. Il y en a qui disent que c'était pour empêcher les lutteurs de venir dans les compètes de judo et d'essayer de gagner. Mais ouais, ils ont retiré certains aspects qui étaient pourtant sympas du judo, quoi. Ouais, ils ont appauvri un peu la discipline, je trouve. Ouais, mais moi je me rappelle, c'était pas les tout débuts de l'UFC, mais quand même proche des débuts avec Caro Parisian. Je sais pas si tu te rappelles de ce Oui, mec. bien sûr. Super bon judoka, de la famille de Gokor aussi. Je sais pas si tu connais Gokor, c'est un Ouais, ouais, oui, oui. coach de grappling aussi avec une approche un peu différente du JJB et tout, des Arméniens. Et lui, à l'époque, j'ai revu là, ils ont mis il y a pas si longtemps que ça, je crois, son combat contre Georges Saint-Pierre. C'était ouais, franchement, c'était du haut niveau en judo et Ah ouais, ouais. Non, mais il était fort. Et surtout, il avait réussi à le transférer, ce qui est pas évident ouais. du tout. Mais tu sais que moi, à une époque, pour mon club, j'avais cherché et du coup, il y a personne qui a trouvé. Je voulais mettre en place des cours de judo pour le MMA, donc des cours de judo sans kimono. Et bah, en fait, il n'y a aucun prof de judo qui a accepté. Voilà, non, c'est délicat. Hein. Ouais. Parce qu'être un bon prof de judo, pour le judo, et être un bon prof de judo spécifique MMA, c'est extrêmement complexe Ouais. à transférer et surtout identifier. Et tu as le bel exemple avec, je trouve que Karl Amoussou avait vraiment transféré le judo. Ouais. Parce que Karl était très fort en balayage. Et ça, c'est des mouvements que si tu t'y attends pas, Ouais. vraiment au clinch et en dirty boxing, etc., il est redoutable, Karl, parce qu'à n'importe quel moment, il peut te faire décoller. Même si il avait affronté un sacré lutteur au Bellator, pas Ben Askren, 2-3 combats avant, il avait affronté un sacré lutteur qui venait de l'UFC. Ouais. Et il avait mis des balayages, Karl, le mec, il comprenait pas, quoi. Ouais. On lui avait jamais fait ça, quoi. Donc c'est Kael Sonnen qui avait dit que quand il avait affronté Damien Maia, à un moment, il est ceinturé par Damien Maia, et il se dit mais non, mec, tu me décolleras jamais, t'es fou, toi. J'ai fait de la lutte toute ma vie. Et en fait, Damien Maia part et il fait comme un ramassement de jambes il fait comme un balayage, Ouais. tu sais, un peu comme entre une souplesse et le balayage de judo, tu Ouais. vois. Et ça fait partir Kael Sonnen qui Ouais. n'arrive pas à défendre, il comprend pas. Et il se retrouve au sol. Et il avait dit pourquoi j'ai subi ça? Parce que à l'entraînement, on ne me l'avait jamais fait. Je ne connaissais pas. Ouais. Et c'est là où Khabib est extrêmement brillant. C'est que Khabib n'a pas commencé par la lutte, Khabib a commencé par le judo. Ouais. Et en fait, il a des ramassements de jambes comme Islam. Mm. Ils font beaucoup, quand ils n'arrivent pas à amener en libre ou en gréco,
eh ben, c'est à ce moment-là qu'ils balayent. Ils utilisent ces ramassements de jambes en cache-contrôle. Ouais. Ce qui est très dur à faire quand t'as pas pratiqué de judo. Ben oui. Et eux, comme ils ont pratiqué du judo et en plus du sambo, parce que le sambo, en fait, là-bas, c'est pas pratiqué comme chez nous. C'est un ensemble. Tu sais, là-bas, le sambo, ça définit un peu tout. Ouais. Et en fait, après, tu fais le sambo sportif ou tu pars sur la lutte. Parce que les judokas dagestanais ont tous fait de la lutte. Ouais. Tu sais, il y a une vidéo, je sais pas si tu l'avais vu, entre un champion olympique de judo et un champion olympique de lutte qui tournent ensemble sans kimono. Je sais pas si tu l'avais déjà vu ça. C'est au Daghestan, je crois. Et bien, le champion olympique de judo, c'est de la lutte. Hein. Et bien, il archi-domine le champion dagestanais qui est champion olympique de lutte. Ah ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que Vladimir Poutine est beaucoup plus généreux quand tu es champion olympique de judo. Je crois que tu prends 1 million d'euros plus un appartement, je crois. Ouais. Un truc comme ça. On me l'avait dit. Quand j'étais à l'INSEP, on m'avait expliqué. Et en fait, tous les meilleurs lutteurs du Daghestan, au lieu de se focaliser sur la lutte, ils partaient souvent vers le judo. Parce que ça rémunérait beaucoup mieux. Donc en fait, comme eux, ils pratiquaient plus ou moins les deux, et bien après, ils choisissaient. Ouais. Et c'est pour ça que ce mec, quand tu le vois, il tourne en lutte avec le champion olympique en titre, et bien il arrive à le dominer. Parce qu'il était encore plus fort que lui en réalité en lutte. Ouais. Tu vois, donc les sélections étaient un peu faussées, quoi. Mais même Khabib, mais je trouve que c'est intéressant. Ouais, même Khabib, tu le vois lutter à Eke et tout ça. Il raconte même que, je sais plus, il y avait un champion NCAA là, qui était venu et qui s'était fait défoncer par Khabib. Et pourtant, tu sens que Khabib, il se définit pas du tout comme un lutteur, tu vois. Il connaît pas vraiment enfin, je l'ai vu qui disait des fois que les règles de la lutte, tu vois, ça lui parlait pas trop et tout ça, mais il a il est ultra difficile à amener au sol et lui, par contre, il arrive à les amener au sol, quoi. Ouais. Mais il a une lutte hybride qui est très particulière et en plus qui a un rapport direct avec ses qualités physiques. Ouais. Donc non, c'est Khabib, il a tout un système autour de lui, tout un univers qui est très pertinent. Ouais, surtout une fois qu'il t'a amené au sol, la manière dont il te contrôle, c'est ça qui est encore plus fort, je trouve. Ah, non, mais je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est une vraie machine et c'est vrai que là, il y a la relève qui est assurée apparemment. La team des Dagestanais, là, il y en a plusieurs qui ont l'air de faire très mal, quoi. Ouais, ils ont une bonne équipe. Après, c'est pas des Khabib, hein. C'est-à-dire qu'ils ont tous des profils différents. Islam, c'est pas du tout le même même si il vient de la lutte et du sambo, mais il a pas du tout le même jeu, il a pas la même il est beaucoup moins offensif, beaucoup moins actif que Khabib. Donc je pense qu'il aura pas la même réussite malheureusement que il est très particulier Khabib, hein. Ouais. Quand tu l'analyses, tu réalises qu'il est très très particulier. Et sa boxe en plus elle est efficace, mais elle est enfin moi je la trouve pas très belle. Mais il boxe pour lutter. Ouais. Et c'est ça où il est intelligent. Alors qu'Islam, il boxe. En fait, Islam, il sait pas trop les choix qu'il doit faire quand il combat. Je sais pas si tu as remarqué, il boxe, après il lutte, après il reboxe. Il identifie les disciplines. Ouais. Khabib, lui, non. Il a sa ligne de conduite, il la respecte. C'est pour ça d'ailleurs que Islam a eu beaucoup plus de difficultés face à des mecs qui n'étaient pas très connus, alors que Khabib, les mecs qui n'étaient pas connus, plus ou moins, leur roulaient dessus. Ouais. Tu vois. Donc, non, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour Islam il est beaucoup plus passif déjà. Et même les mecs sur connus. C'est difficile. Même les mecs connus, il leur a roulé dessus. Hein. Ouais. Il y en a pas donc là, beaucoup mais bon, là, KT est relancé. En plus, on a un beau champion avec Dobronx, donc ça va être bien, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il va pas réussir à garder sa ceinture très longtemps parce que là, tous ses derniers combats, il a eu des knockdowns, il était pas loin. Tu vois. Contre Chandler, il a quand même eu chaud aux fesses, quoi. Après, Chandler, je pense qu'il a fait faire chaud aux fesses à tout le monde, plus ou moins. Quand tu regardes ses combats, tu te dis, waouh, même contre Gage, au premier round, c'est parce que je pense qu'il a fait plus une erreur de stratégie que de niveau. C'est-à-dire qu'il aurait dû le ramener au sol quand il était connecté contre la cage. Et lui, il a voulu aller à la bagarre. Bon, bref, pour moi, il a fait des erreurs stratégiques. Hein. Et on sait que Chandler, il tape fort. Mais moi, ce qui m'impressionne chez Dobronx, c'est que même quand il est touché, il est encore lucide. Et il revient, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ça, c'est clair, il revient et il leur fait mal. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'à Poirier, il a fait mal debout. Il a mis des genoux au corps, des coudes. À Chandler, il a éteint, quoi. Ouais. Alors que Gage, qu'on sait que c'est... Gage, il dit que oui, je suis le plus gros connu et compagnie. Gage, il va falloir qu'il fasse très attention debout avec Dobronx. Parce que ce que lui n'a pas réussi à faire à Chandler, Dobronx a réussi par contre à l'éteindre. Ouais. Et il fait mal, il fait très très mal. Et il en a rien à foutre de tomber.
Donc, ça, en fait, il est décomplexé quand il boxe. Ouais. Tu vois, il a pas peur d'aller au sol. Donc, il veut te tuer sur chaque coup, quoi. Donc, mais je me fais pas de soucis pour lui contre Gage. En toute honnêteté, je pense qu'il y prendra le dos de la même manière qu'il a fait à Poirier. Surtout que Gage est beaucoup moins fort au sol que Ouais. Poirier encore. Hein. Ouais. Donc, je pense que ça va se passer le même match. Il va le toucher debout, ils vont se cartonner un peu. Il va faire, comme tu dis, de Bronx, il va faire l'ascenseur au premier round. Ouais. Mais Gage va pas aller le chercher au sol. Il prendra pas le risque. Ouais. Donc il va rester debout, ça va se relever, il va le coller, il va lui faire mal. Et comme il a beaucoup d'ouverture, Gage quand même dans sa boxe aussi des fois. Non. Il pète les plombs, j'ai l'impression un peu. Il est très égo, très sanguin. Ouais. Et en fait, je pense qu'après, il prendra le dos, à mon avis, et il fera à peu près la même chose que ce qui s'est passé contre Poirier. Mais il a l'air de mieux Donc, se contrôler qu'avant. Parce que Trevor Whitman, je pense qu'il fait un gros travail derrière. oui, ça c'est sûr. Ah oui, avant, c'était carrément, Ouais. on se bat et... Ouais. Non, ça c'est clair. Non, mais il a fait d'énormes progrès. Non, mais c'était un sacré combattant. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que Oliveira, il est. Enfin, tu vois son évolution. Parce qu'au départ, c'était vraiment un sol de malade. Debout, ça tenait à peu près la route, mais c'était pas fou non plus. Et maintenant, debout, c'est super propre, c'est hyper Voilà, efficace. Il et est. ça fait mal. Hein. Ouais. Et même en lutte, sa lutte. Mais Ouais. il a toujours été fort en lutte. Ouais. On l'a vraiment sous-estimé, mais depuis toujours, il est très très fort en lutte. Et du coup, c'est vrai qu'il a pas trop de trous dans son jeu, si ce n'est, je trouve, une encaisse. Voilà. Moi, Après, bon, enfin, il prend beaucoup de coups, là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. De toute façon, ça pourra pas durer éternellement, ça. Hein. c'est ça. Donc, je pense pas qu'il va perdre effectivement contre Gaethje, mais je pense pas qu'il va réussir à la garder non plus très longtemps, sa ceinture. Pourtant, il est très Après, très je fort, trouve, mais à mon avis, à un moment, il y a un chaos après, je trouve qui que va pas la KT, réussir à là, gérer. se prête à son règne, je trouve, la catégorie. Ouais. Tu vois, je trouve que la catégorie se prête à son règne. Il n'y a pas de mec... je vois pas beaucoup de mecs pouvoir l'inquiéter réellement, actuellement, à part peut-être Galepsy, le lutteur, là, tu sais. Ouais. Voilà, que lui est vraiment extrêmement fort en lutte et au sol. Que d'ailleurs, il avait soumis Ferreira, là. Mais voilà, lui, oui, il peut l'inquiéter parce qu'il peut lui faire un match un peu à la Khabib, tu vois, il est extrêmement fort en lutte. Il s'était pas. Attends, Donc, il s'était pas pris un KO, lui si, contre Kevin Lee. Ah ouais, voilà, ouais, contre Kevin Lee. C'était un coup de genou sauté ou. Non, un. Non, c'était un high kick, High kick. jambe avant. Ouais, je l'avais fait travailler après en cours. Je sais plus. C'était quoi? C'était même bras, même jambe. Je sais plus ce qu'il avait fait exactement, mais un step. En fait, Une sorte de step. Un, bras arrière, step, jambe avant, il me semble. ouais, en fait, il avait fait un appel mais bon, Kevin Lee, il avait dit, il était terrorisé avant le combat parce que bon, l'autre était invaincu. Ouais. Personne ne voulait affronter. Il avait proposé à Islam, il avait éteint son téléphone. Anthony Pettis avait éteint son. Personne ne veut affronter Galepsy, c'est un poison. En Ouais. fait, ce mec, c'était la doublure de Jordan Burroughs, tu sais, Ouais. en lutte. Donc, il a jamais fait les JO parce que c'était Jordan Burroughs qui était devant, quoi. Et que c'est un des plus grands lutteurs de l'histoire, Oui. Jordan. Donc en fait, il a toujours. Mais c'est un mec qui, contrairement aux autres Américains comme Cormier, etc., n'a jamais arrêté la lutte en compétition à côté de sa carrière de MMA. Donc il continue à faire des compètes de lutte. Ouais. Donc il s'entraîne tous les jours en lutte. Donc en fait, quand il a attrapé les mecs, il les jetait dans tous les sens. Et Kevin Lee a pris le combat en short notice. D'ailleurs, on le voit, il est très très bas, Ouais. Kevin Lee. Et l'autre, je sais pas. Il a vraiment pas calculé. Faute à pas de chance un peu, tu vois. C'est bien joué de la part de Kevin Lee, mais faute à pas de chance, il prend un high kick plein fer. Ouais. Et l'autre le connecte et il fait sa première défaite. Mais après, derrière, là, il a affronté, je te dis, il a pris Diego Ferreira, il a roulé dessus, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Quand on voit les contrôles qu'il avait au sol, alors quand on voit que Gamrot, qui est très très fort, a pas réussi à contrôler Ferreira au sol, ça prouve le niveau de Galepsy qu'il a contrôlé Ouais. assez facilement, quoi. Donc là, mais de toute façon, je pense que lui, tout le monde va l'esquiver jusqu'au bout. Hein. Ouais. On le voit, Lui, on le voit pas beaucoup combattre au final. Mais personne ne veut l'affronter, Ouais. il le dit. Hein. Lui, il le dit, hein, moi je Ouais. le suis sur les réseaux, il dit personne ne veut m'affronter. Ouais. Il est obligé de. L'UFC, il dit je suis désolé, on n'arrive pas à trouver d'adversaire, quoi. Personne ne veut l'affronter, ce gars-là. C'est imposant pour tout le monde. Ouais. Donc lui, je pense que lui, il va faire très très mal. Mais le problème, c'est comme je te dis, comme il n'a pas d'opportunité, même apparemment, Raphaël Fiziev, tout, il le refuse tous, c'est logique. Comme Ousmane. Il est tellement fort en lutte, tu sais, c'est un mec à un niveau mondial en Ouais. lutte, vraiment pour de vrai, là. Donc, je te dis, il faisait des combats contre Jordan Burroughs, il perdait 4-2, quoi. Ouais. C'était un extraterrestre, ce gars-là. Et surtout, il utilise sa lutte, il n'a pas oublié. Ouais. Donc, c'est un peu le. Donc voilà. Donc actuellement, il a beaucoup de difficultés à. C'est Ousmane Ah, aussi trouver que des tout le monde esquivait avant qu'il ait sa ceinture. Oui, ouais, mais après, c'est compréhensible. Mais tu sais, celui qui va avoir un peu ce problème, c'est Covington aussi. Hein. Mm. Covington, je pense que personne va vouloir le prendre. Hein.
Ouais. Mais trop compliqué. Hein. Mais ouais, moi j'ai été un peu déçu sur son deuxième combat contre Ousmane. Je m'attendais à ce qu'il arrive à faire mieux. Alors après, c'était, c'est le haut niveau, là, les deux. Ouais. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, mais c'était moins compétitif que le premier au final. Ouais, ouais. Le premier, Mais bon, là, Ousmane, il a été plus intelligent. Ouais, je pense. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux, là, c'est ouf. Ouais. C'est des pointures. Et tu vois, tu parlais du fait de continuer la lutte et tout ça. Eh ben, Gaethje, moi, j'avais été aussi un peu déçu quand il avait affronté Khabib parce que tout le monde disait que c'était un lutteur excellent et il s'est fait amener au sol en 2 secondes par Khabib, quoi. Il n'y a pas eu de... Mais moi, j'avais contacté son entraîneur de lutte, tu sais, à Gage. Ouais. Et donc, bon, j'avais contacté et tout, je voulais avoir un peu d'infos et tout. Et bon, finalement, il m'avait remercié parce que je les avais encouragés. Et en fait, le problème, c'est qu'au début, les 2 premières minutes, ça allait, tu vois, il prenait bien l'escrime et tout, il défendait bien, mais après, le problème qu'il y a, c'est que il vrille, tu vois, en combat. Et après, j'ai vu que son entraîneur, il disait qu'il avait vrillé totalement, quoi. C'est très psychologique, hein. C'est pour ça que moi, j'avais pensé pas qu'il pouvait battre Khabib, parce que je sais que Khabib, ce qu'il fait, il le fait bien. Et quoi qu'il arrive, il le fera. Alors que Gage, il y a des combats qui sont... Pour moi, il nous a fait une illusion contre Ferguson. Il a fait le combat de sa vie et ça nous a totalement faussé à tous notre vision qu'on avait de lui, qui pouvait aussi faire n'importe quoi, tu vois. Et là, tu l'as bien vu contre Khabib, il baissait la tête. Khabib aussi, hein, parce que c'est pas son meilleur combat non plus à Khabib. Non, Hein. non. Quand tu les vois les deux, à un moment, Khabib, il tombe tout seul. Ça n'y arrive jamais, ça. Il tombe, il fait un coup, il tombe tout seul par terre. Fait, tu vois, c'était des fois, tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Ils nous ont habitués à du plus beau spectacle que ça, quoi. C'était pas le Khabib qu'on a vu contre Poirier, par exemple, qui était beaucoup plus appliqué. Il a pris des coups, des gros low kicks, tu vois, et c'était compliqué. Enfin, c'était laborieux pour les deux, quoi. Et après, quand l'autre il est allé au sol, il défendait même pas la garde. Ouais. Enfin, tu te dis, c'est pas possible, tu sais. Mais Gaethje, on dirait qu'au sol, on dirait presque un débutant en termes de grappling. Sur ce match, en tout cas, oui. Hein. Ouais. Sur ce match, tu te dis qu'il a jamais fait de sol, quoi. Ouais, alors qu'Al Quinta, tu voyais qu'il arrivait à recomposer la garde. Contre Khabib, il a fait 5 rounds quand même. Ouais. Edson Barboza, pareil, il a fait 3 rounds, il se relevait, il arrivait à scrambler. Tu vois. Là, non, là, le mec, il se laisse passer la montée. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord. Hein. Bah oui. Mais quand même, tu vois. Connor a 100 000 fois mieux défendu, ça n'avait rien à voir. Il recomposait la garde papillon, Connor, il arrivait à récupérer. La Kimura, elle passait pas. C'est physiquement qu'il a craqué Connor, c'est pas techniquement au sol. C'est qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Mais après, les défenses de soumission et tout de Connor, elles étaient faites au bon moment. Hein. Sa défense de lutte, tout ça, au départ, c'était vraiment excellent ce qu'il a fait. Ah non, c'était top. Hein. Mais je crois que les stats, c'est 7 tentatives, 4 défenses. Ouais. Donc, il n'y a eu que 3 réussites, réellement. Bon, après, les gens, ils aiment pas Connor, mais je pense que c'est quand même Connor qui a peut-être donné le plus de fil à retordre à Khabib. Hein. Ah ben dernièrement, oui. Parce que... Dernièrement, je pense que oui. Ouais, je crois que... tout le monde n'est pas d'accord, mais le 3e round, il y en a pas mal qui le donnaient... non, mais il a gagné. Hein. Les 3 juges l'ont donné à Connor. Ouais. Et donc, non, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Si, je pense qu'il le prend. Ça n'arrive jamais, en fait, que Khabib perde un round. Donc, ouais, bon. Mais non, c'est vrai qu'il a donné, il avait montré de très belles, il avait montré de belles choses pour quelqu'un qui avait arrêté 2 ans. C'est vrai qu'il avait montré de très belles choses. Et d'après toi, alors qu'est-ce qui se passe avec Connor? Tiens, puisqu'on parle de Connor, moi, les gens ils savent que j'aime bien Connor, même si c'est vrai que bon, avec le temps et tout ce qui se passe, c'est dur de continuer à soutenir le personnage en tout cas. Mais est-ce que tu crois que c'est l'inactivité qui fait que c'est plus le combattant qu'il était? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est que les autres ont évolué et pas lui? Parce que, déjà, il y a quand même un changement dans son style. Là, sur le dernier combat de Poirier, allez, on va dire pendant 30 secondes, on a revu un peu l'ancien Connor, mais ça n'a pas duré. Donc, toi, tu as une idée un peu de ce qui se passe de son côté? Ben, la performance, c'est multifactoriel, comme tu sais bien. Je pense que c'est un tout. Il y a de l'inactivité, il y a le fait qu'on fait partie d'une discipline où malheureusement on ne redonne pas sa chance aux combattants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de combat préparatoire comme les autres disciplines. Ouais. Ou en tennis, si tu es Nadal, tu n'affrontes pas. Si tu es arrêté, il y a très peu de chances que tu raffrontes au premier tour Federer. Au foot, quand tu es Lionel Messi, on va te mettre contre Lorient, tu vois, par exemple. Là, Connor, lui, il arrive, il prend le challenger numéro 1 direct. Il avait fait Céron, après il s'arrête, il revient après 2 ans, il prend le numéro 1 mondial, Khabib. Tu vois, on ne lui fait pas de cadeau, quoi. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que
je pense aussi, pour Poirier, c'est que Conor, il est en train de vendre sa société. Il a vendu 200 millions de dollars, je crois, en tout. Ouais. Là, maintenant, Conor, il peut se focaliser que sur ce sport. Donc, il a quand même cette activité, tu vois. Il était en train de vendre à ce moment-là, il faut le savoir. Donc, quand tu vends un business à 200 millions de dollars, à mon avis, quand tu t'entraînes, tu dois y penser quand même, tu vois, un minimum, quoi. Donc, Conor, je pense que c'est surtout, je te dis, c'est un tout. Moi, je crois pas que s'entraîner moins ou moins bien. C'est pas une question de bien s'entraîner, c'est une question de je pense que tu es d'accord avec moi, je pense que c'est une question d'implication. C'est pas une question de charge d'entraînement. C'est une question que Conor, il a tout aujourd'hui. Il a tout. Et ce qui fait sa force, mais ce qui peut faire sa faiblesse. Mais il a quand même ce mental de se dire que c'est un compétiteur, de se dire qu'il veut revenir. On l'a vu, quand il s'est brisé la jambe, quand même, tu t'aperçois que Anderson Silva ou Whitman hurlaient à la mort. Lui, il voulait encore en découdre. Là, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Le lendemain, il se filmait sur son fauteuil roulant électrique. Là, le lendemain, il se trimballait dans les rues de Los Angeles. Il dit, je vais revenir, je veux le démonter. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, alors qu'il est millionnaire. Il est quand même dans cette optique-là. Là, il a repris l'entraînement très vite. Là, j'ai revu qu'il refaisait de la leçon, etc. Après, je suis pas... malheureusement, on n'a pas d'infos sur son cas d'entraînement. Je sais pas réellement... voilà. Maintenant, c'est sûr et certain, il y en a qui disent, oui, il faut qu'il revienne à l'essentiel. Il faut qu'il revienne un peu à la Rocky, s'entraîner à sa salle, redevenir un élève studieux et tout. Non, mais c'est Conor McGregor, c'est plus possible. Il peut pas débarquer comme ça à l'entraînement, tout le monde va prendre des photos avec lui. C'est mort. Maintenant, il faut qu'il y ait une équipe qui tourne tout autour de lui. Que ce soit Mayweather, De La Hoya... Tyson, rappelle-toi, quand on voyait les émissions de ce Canal+, ils avaient une équipe pour eux. C'est pas nouveau, ça. Tu sais, ils ont tout un staff. En anglaise, ça existe depuis des années. En anglaise, Tyson s'entraîne pas en cours collectif. Enfin, tu vois, c'était inconcevable. Et ben lui, Conor, c'est pareil. Il a toute une équipe, il paye ses sparring, il déménage dans un truc. Mais là, moi, je pense que c'est plus un facteur psychologique. C'est le fait de, comme il a dit, il était moins actif. Il était loin de la cage, il était loin du ring. Je pense pas que c'est une question qu'il a eu une baisse physique, tu vois. Je pense que c'est plus une baisse psychologique de se dire est-ce que je continue. Tu sais, le problème, c'est que quand t'as tout gagné, le mec a eu les 2 ceintures et a fait en plus 2 masterclass. Quasiment du jamais vu dans l'histoire. Enfin, c'est du jamais vu déjà dans l'histoire du MMA. Et en plus, lui, il a fait 2 masterclass. Une contre Eddie Alvarez où c'était incroyable. Une contre José Aldo, il a battu le plus grand poids léger de tous les temps. En très peu de temps. Donc, en fait, à partir de là, c'est compliqué, Greg, de te dire qu'est-ce que tu veux faire à part battre. Même s'il redevient champion, il n'aura pas fait plus que ce qu'il était, déjà, tu vois. Donc, oui, on dira, oui, c'est bien, il est redevenu champion. Mais au final, au fond de lui, est-ce qu'il y croit vraiment? C'est plus par défi, parce qu'il aime, c'est un gagnant, c'est un vainqueur, il veut gagner. Mais, mis à part, et ce qui n'est pas possible selon moi, mais mis à part aller chercher Kamaru Usman et gagner la ceinture 77, réellement le défi sportif pour lui, c'est pas de battre Do Bronx. Et en plus, l'enjeu n'est pas le même. À l'époque, Conor, il avait cette aura un peu. C'est un peu à la Kamzat, là, tu sais, que tu te dis, wow, qui peut arrêter Conor, tu vois. Sauf que Conor, il est allé au bout du truc. Et Poirier, il le disait, au 2e combat, il dit c'était plus il avait plus cette aura autour de lui. C'était plus le combattant que j'ai combattu la première fois, qui avait une aura qui était très spéciale. J'avais jamais eu ça en face de moi, quoi. Et en plus, surtout que Poirier était très stressé au 2e combat. Tu sais, il disait qu'il avait peur, en gros. Hein, et il a dit que quand il a pris le gauche de Conor, il a vu que ça l'avait pas ébranlé. Il s'est dit, ah non, mais en fait, ce mec est humain. Tu vois. Parce qu'il dit que quand il avait pris le premier coup, c'était éteint, carrément. C'est au premier combat. Donc, il disait, allez, comme tu dis, Conor, à l'époque, attends, il te disait, tu vas tomber au premier round, quoi. Et tu tombes au premier round. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte. Et il a dit pareil à José Aldo. Il a dit, toi, peut-être, comme t'es le plus grand poids léger, tu tiendras peut-être 2 rounds, quoi. Mais je pense qu'au premier round, tu tombes. Et on le voit dans son reportage, il le drill, tu sais, le pas de retrait, le bras arrière. Il le drill, quoi. Juste avant de rentrer. Il dit, ça peut passer, ça peut passer. Il dit à coach Roddy, à son coach d'anglaise. L'autre, il dit, ouais, ça passera. Et parce que c'est pas la première fois qu'il le met. Et là, c'est à ce moment-là, quand tu avais Conor face à toi, déjà à 66, t'avais l'impression qu'il prenait toute la cage, tellement il a cette amplitude, tu sais. Il a cette morpho-anatomie qui est très particulière. Je sais pas si tu as vu, on a analysé son physique sur notre chaîne. C'est très particulier. Là, tu verras. Et en fait, donc, tu comprends pourquoi en 66 kilos, il aurait été très difficile à abattre. Très compliqué. Il était tellement énorme. Et il avait tout pour cette catégorie, pour réussir dans cette catégorie. Donc en fait, ce gars-là, quand il est arrivé face à José Aldo, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce gars, quoi, tu vois. Et même, tu sais,
L'aura et pourtant José Aldo, il avait la même aura parce qu'il était invaincu. Enfin, il avait perdu qu'un seul combat à l'époque. Il avait pris un triangle, mais il était en train de tuer le mec. Je me rappelle plus, c'était un Brésilien qui avait combattu en France d'ailleurs. Et il était en train de le tabasser. Sa seule défaite, José Aldo était en train de massacrer le mec et à un moment il est tombé plus ou moins dans le triangle, tu vois. Mais bon, il était invaincu, José Aldo, depuis 10 ans, il tuait tout le monde. Donc on voyait pas comment José Aldo pouvait perdre. C'était inconcevable pour nous, tu vois. Et en plus, face à lui, t'avais un Conor McGregor qu'on voyait pas non plus comment il pouvait perdre. Et moi, je l'ai vu en direct, ce combat. Je sais pas si tu l'avais vu en direct, mais c'était incroyable, quoi. Quand il est tombé, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, il a pas mis KO José Aldo. C'est la grande... Pas José Aldo, qui n'a jamais été touché, tu vois. C'est la grande époque. Et lui, il a fait. Et lui, il a fait, quoi. Tu vois. Donc, oui, comme tu dis, t'imagines, t'es à la place de Poirier, tu vois ça. Tu dis, mais attends, il va me tuer. Je peux pas affronter ce gars-là. Et il va me rouler dessus. Tu vois. Même Max Holloway, à l'époque, qui déjà encaissait grave, il disait qu'il était hésitant contre Conor. Parce qu'il disait, c'est qui ce mec, quoi. Mais il était complètement fou, tu vois. L'assurance qu'il avait, les gens, ils se disaient, mais c'est pas possible. Enfin, il a vraiment une arme secrète, puis pour être si sûr de lui, tu vois. Mais je trouve qu'il il avait un style particulier qu'il a perdu, tu vois. Oui, il était... Et il avait, comme tu dis, il avait l'activité, quoi. Donc, il avait un timing qui était en corrélation avec l'activité. Et ça, c'est clair et net. Quand tu es actif... C'est clair que c'est un plus, hein. Ça, il faut pas se leurrer, hein. C'est vraiment un véritable plus par rapport à tes adversaires. Il était habitué à cette pression, il combattait régulièrement. Non, il était dans le truc, quoi. Il était dans la dynamique, en fait, de la performance. Et c'est ce qu'a fait qu'après... Après, c'est vrai que moi, je sais pas si c'est lié ou pas, tu vois, mais c'est vrai que le moment où il a arrêté aussi de s'entraîner avec Ido Portal et d'être à fond sur l'aspect mouvement, relâchement et tout ça, c'est le moment où je trouve qu'il a commencé à être un peu moins bon et à perdre un peu son style, tu vois, son style très bondissant, relâché et tout. Et maintenant, tu vois, il arrive souvent avec une garde hyper haute. Enfin, c'était pas du tout le style de départ qu'il avait. Alors, on peut faire évoluer son style, hein, et des fois avec succès. Quand tu vois Henry Cerudo, il avait complètement changé de style. Il avait pris d'ailleurs un style un peu à la Conor, et c'est là où il est devenu... encore meilleur, tu vois. Mais je sais pas si... Enfin, parce que tu sais, il y a toujours cette histoire qu'il a souvent des problèmes de cardio dans ses combats, alors qu'il a l'air de s'entraîner de manière intelligente et plus que suffisante. Et pourtant, il gère mal son effort pendant le combat. Après, il y a des explications qui sont physiologiques. Quand tu génères autant de puissance, c'est quasiment impossible de conserver ton cardio. C'est ça le gros problème. C'est là où Francis aussi il a un gros problème. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il manque de cardio. C'est que si moi, je frappe pas fort, par exemple, je génère pas de puissance sur mes coups, à la Max Holloway, mais automatiquement, je vais pouvoir plus débiter. Par contre, un Francis ou un Conor, comme tu sais que dans les 2 premiers rounds, ils peuvent t'endormir sur le... Même s'ils te frôlent, ben c'est là où c'est particulier. C'est-à-dire qu'ils génèrent tellement de puissance que réitérer la puissance, c'est pas la même chose que quelqu'un qui, lui, n'a pas de puissance. C'est des éléments contractiles, hein. C'est des unités motrices. Donc, il y a une véritable explication physiologique. Et Conor, il faut rappeler quand même qu'il a fait des 5x5 avec Ned Diaz, alors que Ned Diaz est réputé pour lui, au contraire, ne pas taper, mais créer un gros volume. Donc, je pense que c'est pas tellement un manque de cardio, c'est surtout le fait qu'il tape tellement fort. Et surtout, alors par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Conor n'est plus le Conor qu'avait la gestion d'effort qu'on a pu rencontrer dans le passé. C'est contre Ned Diaz, il arrivait à se gérer. D'ailleurs, à un moment, il y a un truc qui l'illustre très bien. Il n'a pas fait la même erreur qu'au premier combat. À un moment, il connecte Ned Diaz. Ned Diaz tombe, il le suit pas. Il reste l'air de dire, relève-toi. C'est pas grave, je t'ai connecté, je prends un point de plus pour les juges, je gagne mon round 18, tu vois. Mais en fait, il n'a pas pris de risque. Il n'a pas redébité, tu vois. Ce qui avait coûté le match au premier combat. Parce qu'au premier combat, au premier round, il le tue, Ned Diaz. Il n'y a pas de combat, quoi. Il le massacre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se dit je vais le terminer. Parce qu'en plus, Conor, à ce moment-là, il est invincible pour lui. C'est psychologiquement. Donc c'est là où ça lui coûte physiquement. C'est qu'il met trop gros volume qu'il n'est pas habitué. Il aurait géré son effort au premier match. Franchement, déjà, il prend le premier round, je crois, 17 ou 18, je sais plus. Mais il avait mis 2-3 fois au sol. Donc il aurait pu gérer ce combat. Tu vois, assez facilement, en gardant, comme tu dis, il était vachement relâché, Conor. Il aurait mis juste quelques coups. Ned Diaz même avec le volume, il aurait eu beaucoup de difficultés parce que c'est quand même pas un Max Holloway, Ned Diaz. Il prend quand même, il a moins d'œil, il a moins bon coup d'œil que Max Holloway, par exemple. Et il fait l'ascenseur, contrairement à Max Holloway qui ne fait jamais l'ascenseur, pratiquement. Donc voilà. Donc Conor, je pense surtout que, comme tu dis, il a quand même cette gestion d'effort qu'il a perdue.
à cause de l'inactivité. Et maintenant, ben, il le paye, quoi. Et surtout que là, il affronte des mecs il a affronté Poirier qui était à son apogée, quoi. Ouais. En plus, et que le mec, lui, par contre, il est actif. Ben oui. Et lui, par contre, il a un gros cardio. Et il a un gros volume. Et il fait mal. Ouais. Et lui, il a évolué dans sa boxe. Bah, après, au deuxième match, pardon, Conor, il fait un super premier round. Hein. Contre Poirier, quand il se relève et tout, c'est magnifique. Enfin, c'est un cas d'école, quoi. Il se fait amener, il met le cul contre la cage, il sort les hanches, pop, il se relève, il travaille sur les poignets, il renverse Poirier, il fait corps à corps, il travaille au corps sur Poirier. Mais c'est brillant ce qu'il fait. Tu vois, il le touche violemment au premier round, dans le deuxième combat. Et après, Poirier revient bien et l'éteint au deuxième round. Mais à 155, les mecs arrivent pas... Enfin, les mecs tombent plus comme à 145, tu vois. Ah ça oui, je suis d'accord avec toi. Eddie Alvarez, Cerrone, il l'a mis KO, mais sur un high kick. Mais sinon, tu vois qu'il connecte vraiment avec les mecs. Là où d'habitude, les mecs, ça éteignait les lumières. Là, les lumières, elles restent allumées, quoi. Oui, il est quand même un peu moins puissant. Ça, c'est clair, il est moins puissant. Il est moins précis. Ouais. Il est moins rapide. Oui, non, mais il a perdu quand même des qualités. Faut le reconnaître. Et autre chose aussi, c'est que... Et en plus, alors contre Poirier, après Poirier, c'est compliqué parce que Poirier, c'est un des plus gros encaisseurs de la catégorie, quand même. Tu sais, il est un mentor en titane, hein, Poirier. Hein. Et on le voit, il a pris des sacrées cacahuètes par des punchers, il bronchait pas. Hein. Donc, oui, je suis d'accord avec toi parce que, tu vois, il a pas éteint, quoi, Poirier. Alors qu'à un moment, il le prend quasiment plein fer. Ouais. Tu vois, et Poirier, il a pas fait... Il a été touché, mais il a pas fait l'ascenseur, quoi. Non. Alors qu'à l'époque, sincèrement, Greg, il aurait touché, il dormait, quoi. Oui. Firas Zahabi, le coach de Georges Saint-Pierre, la Firas Zahabi, qui dit tout le temps, il avait the touch of death, quoi, c'est le toucher de la mort. Ah oui, bah, de toute façon, c'est un sniper, quoi. Ouais. Et en plus, il est précis, quoi. Donc, non, mais... Non, effectivement, de toute façon, le problème, c'est que, voilà, est-ce que comme il dit Poirier, il dit que Conor peut revenir. S'il y a bien un mec qui dit qu'il pense qu'il peut revenir, c'est lui, par rapport à son état d'esprit. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, Greg, il a plus nos problèmes qu'on a nous, de survivre, de vivre, etc. Aujourd'hui, il est vraiment retraité de la vie active. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a 200 ou 250 ou 300 millions d'euros devant lui. Ouais. Son whisky, il est juste représentant maintenant. Ouais. Le mec, ça y est. Il peut vraiment se focaliser sur sa discipline. Mais c'est là où on voit que c'est un mec qui aime vraiment ça, parce que après ce qui lui est arrivé, moi, j'aurais arrêté. Hein. Il a plus du tout besoin de combattre, en fait. Et donc, de vouloir continuer malgré tout, c'est que c'est quelqu'un qui aime ça, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est un mystère, ça, par contre. Ouais. Je sais pas comment ils arrivent à se motiver réellement pour continuer. Ça doit être difficile. Ouais. Sincèrement, ça doit être difficile. C'est clair. Et toi, alors, du coup, ce que tu me parlais de l'INSEP et donc tu fais les analyses et tout, c'est quoi ta formation, en fait Alors, moi, j'ai fait les deux cursus après. C'est-à-dire, quand j'ai monté mon club, en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que combattant, j'allais stagner à un certain niveau, tu vois. J'étais meilleur pratiquant à la salle, mais en combat, je transférais moins bien, tu vois. J'arrivais pas à avoir le niveau que j'avais en combat. C'est ça qui m'a amené vers l'enseignement. Par contre, j'avais la fibre pédagogique. J'aimais beaucoup regarder des vidéos, j'aimais beaucoup me documenter, comme toi, en fait, quand je regarde tes vidéos. On a un peu le même parcours, tu vois. Et en fait, après, derrière, sauf que je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour être le meilleur entraîneur ? Bon, il faut la pratique. Hein. Ouais. Comme tu dis, un entraîneur qui s'entraîne, ça c'est indéniable. Il faut la curiosité, hein, donc se documenter. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne de mes pairs, que j'apprenne des meilleurs, il faut que je me forme. Donc j'ai passé le cursus professionnel. Donc je suis allé jusqu'au DES. DES, c'est à l'INSEP, toujours en performance sportive. C'est le plus haut diplôme du ministère des Sports en pro. Tu as le BP, le DE et le DES. Ouais. Et quand j'ai passé le DES, j'avais un responsable qui s'appelait Frédéric Sadis. Il m'a dit, j'étais un des meilleurs, on va dire, en performance. Il m'avait dit, Clément, vraiment, je t'encourage à reprendre le cursus universitaire pour aller encore plus loin dans ta réflexion. Et donc, il m'a appuyé auprès de Jean-François Robin, le responsable du master de l'INSEP, et je suis rentré à l'INSEP dans le cursus universitaire. Donc là, j'ai passé un master donc, là-bas. Je suis resté 3 ans. Là-bas, et là j'ai vraiment appris une autre approche, une approche un peu plus scientifique. J'ai appris les études scientifiques, j'ai vraiment j'ai pu voir l'envers du décor du sport de haut niveau, des pôles, et parallèlement la chance que j'avais par rapport aux autres élèves, on va dire, hein, c'est que j'avais ma structure parallèlement à mes études, parce que je faisais les allers-retours toutes les semaines, hein, parce que j'allais 1 jour et demi à l'INSEP par semaine. Je faisais comme une formation continue mais à l'année, tu vois. Pour le cursus pro, je parlais. Pour le cursus, universitaire. Et après, je bossais de chez moi.
Tu vois. D'accord. Et en fait, je pouvais mettre en application ce que j'apprenais directement à l'INSEP, je le mettais en application dans ma structure. Et toi, tu Et ce que habitais je à voyais dans Montpellier à l'école. l'époque, c'est ça déjà? Ouais. Ouais, Ton j'étais club, déjà à Montpellier. il est à Montpellier, hein, c'est ça? Ouais, il a pas la Vasse-les-Flots, Ah, pas la exactement. Vasse-les-Flots, ouais. C'est à côté de la plage. Et en fait, j'avais déjà une structure privée, donc avec une partie préparation physique et une partie MMA, qui après a évolué par la suite. Et en fait, voilà, c'était ça mon parcours. Donc, parallèlement en fait à ma formation, j'appliquais au quotidien dans ma structure et je pouvais tester mes nouveaux protocoles d'entraînement, tout ce que j'apprenais en fait de mes pairs, quoi, ou dans les conférences, etc. Et tu parlais de posturologie aussi? Alors, j'ai fait une formation aussi de posturologue après au CIUS. C'était une formation complémentaire, tu vois, parce que je voulais apprendre les capteurs somatosensoriels, donc les capteurs principaux, et pour approfondir, parce que j'ai toujours été dans le travail un peu préventif, travail prophylactique, tu vois, j'ai toujours été dans ça. Et en fait, je partais toujours du principe que c'est la prévention qui amène à l'optimisation. Et en fait, j'étais vraiment en quelque sorte un peu la définition du strength coach, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, j'avais beaucoup. Bon, après, on l'a vu, les gens l'ont découvert à travers notre structure, parce qu'on a des machines très particulières, tu sais. J'ai vu, Je sais ouais. pas si tu as vu sur la sueur ou chez J'ai Baptiste. regardé la vidéo que tu avais fait de présentation de la nouvelle Voilà. salle, là. Et c'est ça. Et on a des machines très très particulières. D'ailleurs, c'est en partie Michael Gungil qui en a choisi 80%, parce que c'est lui qui. Moi, il y avait beaucoup de machines que j'avais jamais testées. Ouais. Donc, moi, comme je parlais beaucoup, j'ai changé beaucoup de gens avec Michael. Il m'avait beaucoup épaulé, tu vois, pour que je choisisse les bons outils pour travailler. Et en fait, voilà. Et après, en fait, comme je m'étais entraîné aux États-Unis, je voulais essayer de reproduire une salle que je trouverais pas ici, même que j'avais pas trouvé là-bas. Parce qu'en fait, même là-bas, j'avais des salles, je trouvais qu'il manquait des choses dans certaines structures. Et en fait, quand je suis revenu en France, j'ai dit voilà, j'ai dit à mon associé, j'ai dit il faut qu'on. Ça va nous prendre du temps, mais il faut qu'on trouve tous les outils nécessaires, des outils originaux Ouais, qui mais n'ont là, il y a jamais été beaucoup de vus dans des machines structures. en unilatéral. Ouais, c'est ça. Ouais, Exactement. c'est sympa, ouais. C'est vraiment. C'est très particulier. Et en fait, voilà, et on est content parce que le travail a payé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés, qui sont venus dans notre structure donc pour la mettre en avant. Et voilà, et donc ils trouvaient notre posture. Et après, bon, ben, on était déjà assez connus dans notre région pour la prépa, donc on avait beaucoup de joueurs pros dans tous les sports, des combattants pros, etc. Mais surtout, les gens nous contactaient un peu de partout, tu vois. Donc ça, c'était surtout ça qui était très intéressant. Et après, là, maintenant, je suis plus spécialisé dans le coaching à distance maintenant, carrément. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça, aujourd'hui, ma plus grande spécialité. C'est ce que je fais carrément au quotidien. J'ai ma structure, hein, j'y étais encore tout à l'heure et je vais y retourner tout à l'heure, parce que je mets en pratique les protocoles que je vais faire en fait à mes élèves à distance. Je les teste tous en structure. Ils sont tous testés en structure. D'accord. Du coup, comment tu organises tes coachings à distance? Ça se passe comment quand on prend un coaching avec toi? Eh ben, tu sais, j'avais fait, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo où j'expliquais un peu, bon, mais je fais un bilan, hein, en quelque sorte, avec les individus. Donc, je leur demande un maximum d'informations. Le but, c'est de faire comme un profilage, tu vois, qu'il soit hormonal ou morpho-anatomique. Et à partir de là, ben, je crée une toile d'araignée. Moi, je travaille beaucoup de toiles d'araignée. Il faut savoir que maintenant, quand j'avais fait la vidéo, j'avais 200 protocoles. Là, j'en ai quasiment 280 déjà qui sont établis. Et avec 14 ans d'analyse, tu vois, derrière, 14 ans de statistiques alors c'est pas des méta-analyses, hein, c'est pas des études scientifiques, mais c'est de l'empirique et surtout, je sais mesurer, je sais quantifier grâce à mon cursus universitaire si les outils marchent pour les gauchers, pour les droitiers, pour les rugbyman, pour les boxeurs, je sais à peu près quel protocole m'aventurer. Et en fonction de la morpho-anatomie, en fonction du profil de l'individu, de son travail, etc., c'est là où je vais cibler et réorienter en fait la programmation et construire donc, comme je dis, une toile d'araignée en fonction de son spécifique et même du schéma technico-tactique donc de sa discipline. C'est là où j'arrive à individualiser la programmation. Et surtout, le plus important pour moi, c'est le suivi. C'est être disponible pour ses élèves. C'est de pouvoir répondre à une problématique donnée. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas, il est blessé par exemple à l'ischio-jambier, comment je réadapte toute la programmation? C'est ça le véritable suivi. Hormis le fait de trouver un programme. Tu sais, toi Greg, tu entraînes depuis des années, tu sais très bien que dans une séance d'entraînement, faire une séance, c'est pas très difficile. Au final, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ton athlète, tu trouves des réponses à des problèmes qu'il rencontre. C'est surtout ça le plus dur. Et c'est là où tu vois la différence entre faire une séance, tous les entraîneurs peuvent le faire. Par contre, trouver des réponses à des problèmes, là, c'est plus délicat. Parce que là, on parle vraiment d'optimisation. Et là, si tu te poses pas les bonnes questions, tu peux vite te retrouver à pas savoir répondre à ton athlète
ou pas, surtout pas trouver les solutions par rapport à sa problématique qu'il pourrait rencontrer. Par exemple, il stagne en lutte, je te dis une bêtise, hein, ou toi tu observes que dans ton club, le mec en boxe ça avance plus, etc. Il faut que tu puisses réorienter la programmation en fonction des problèmes qu'il va t'exposer. C'est ça la véritable individualisation. C'est même pas le fait d'envoyer un programme à un individu, c'est par rapport à l'individu, trouver des solutions. Mais tu t'adresses plus quand même à ceux qui sont pros ou des amateurs, des compétiteurs que des gens en loisir, quoi. Non, tout. Ouais. Franchement, j'ai de tout. Ouais. J'ai pas de... Après, les sportifs pros, je les sélectionne maintenant. C'est-à-dire que c'est pas le même... C'est différent, mon approche. Elle est un peu différente, tu vois. C'est plus par pari. Tu vois, là, en ce moment, j'ai Ambroise qui il fait la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un international camerounais, les joueurs professionnels à Montpellier de foot. Ben, c'est pas la même approche, bien entendu, tu vois. Que quelqu'un qui va être... qui est un footballeur qui s'entraîne 2 fois par semaine. Ouais. Mais qui s'entraîne 5 fois par semaine, puis il a des matchs en Ligue 1. Donc, et plus là, il est international. Donc je dois prendre tout ça en considération. Bien sûr, c'est pas la même chose. C'est son gagne-pain, tu vois. Ouais. Donc, il faut pas que je fasse ces choses à moitié si je le prépare. Mais après, tout ce qui est... là, on a beaucoup de combattants maintenant. Que ce soit dans toutes les disciplines. Mais effectivement, je suis obligé je suis obligé de sélectionner, en quelque sorte. C'est plus des paris maintenant. C'est personnel, tu vois. C'est paris, tu vois. Abdoul, par exemple, qu'on prépare maintenant depuis un moment. Voilà, Abdoul, je suis pas son préparateur physique. Je suis son préparateur tout court. C'est-à-dire que on me demande souvent qu'est-ce que tu fais pour Abdoul, parce qu'il voit mes schémas, il voit qu'on travaille les double legs ensemble, tu sais, à échauffement. En fait, Abdoul, ce qui s'est passé, c'est quand il m'a contacté, il sortait d'une défaite, il voulait arrêter. Et tu vois, qui c'est Abdouragimov, oui. Tu sais, le 77. Et en fait, Abdoul, il s'entraînait très peu. Il s'entraînait 3-4 fois par semaine, tu vois. Et en fait, là, donc après sa victoire, mais on l'y avait fait bien avant, mais après sa victoire à l'ARES, j'y ai refait toute sa programmation comme s'il allait combattre à l'UFC. C'est-à-dire, voilà, j'ai dit, voilà, le lundi, le matin, tu fais pas physique. Le soir, tu fais MMA orienté cash control. Par exemple, là, je te dis une bêtise, hein, j'ai pas en tête. Le mardi, tu fais drill le matin, grappling sur tes spécialités. Le soir, par contre, ça va être tout ce qui est scramble. Le mec ne doit pas pouvoir se relever. Tu dois donner une réponse à tout. Et là, je fais ma toile d'araignée. Et en fait, j'ai refait toute sa programmation, en fait, d'entraînement. C'est-à-dire, j'ai pas fait que la prépa physique, j'ai tout fait. Et après, derrière, la chance que j'ai, c'est que comme je l'encourage à faire encore plus de grappling, et son coach de MMA, c'est un grappleur, c'est Beto Ramos, mais je rentre pas en clash, en fait, avec son entraîneur. Ouais. Au contraire, il est content, son entraîneur. Parce que moi, j'encourage... c'est comme si je dis, tu t'entraînes combien de fois avec Greg? Tu vois, t'es un athlète à toi que je prépare. Et je m'entraîne 3 fois. Eh ben non, maintenant tu vas t'entraîner 5 fois avec Greg. Et toi, tu vas dire, wow, stop, tu vois. Donc en fait, on a un super échange avec Beto. Ouais. Parce qu'il est encore plus content, parce que nos visions sont en synergie, tu vois. Je fais un peu le rôle de hit coach, mais j'aime pas le mot hit coach, parce que ça voudrait dire que tu es supérieur aux autres coachs. Non, c'est un travail, tu vois, en synergie avec son entraîneur. En plus, j'ai qu'un interlocuteur, c'est lui. Donc c'est parfait. Parce que ouais, c'est vrai que tu as la double casquette, quoi. Parce que souvent, il y a un préparateur physique, mais c'est pas le coach de MMA ou celui qui fait la programmation technique et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais alors, l'avantage que j'ai, c'est que, attention, ça, je peux le faire que pour ma discipline. Et ou les sports de combat, en général. Ouais. Je vais pas le faire sur le rugby, par exemple. Voilà, c'est pas ma discipline. Ça, je peux me permettre parce que c'est ma passion, le MMA. Ouais. Et qu'en fait, moi, à la base, j'entraînais à MMA. Et j'étais préparateur physique, mais j'entraînais à MMA. Ma passion, c'est l'enseignement de MMA, c'est la technicité, etc. Mais après, on m'a connu pour la prépa physique. C'est-à-dire qu'on m'a reconnu plus ou moins. Les gens m'ont contacté de partout pour que je réadapte la charge d'entraînement à tout le monde. C'était surtout ça. Et que je fasse des programmations individuelles. C'est ça qui m'a fait reconnaître, on va dire. Mais à la base, moi, ce que je préférais, c'était MMA. Mais comme le MMA, tu sais aussi bien que moi, et là, je pense qu'on va être entièrement d'accord, malheureusement, c'est pas forcément les meilleurs entraîneurs qui forment les meilleurs combattants. Parce que tu t'aperçois que le performance de haut niveau, c'est contextuel. C'est pas que toi. Moi, j'ai des élèves, j'avais un élève qui était brillant. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais j'en avais un en particulier qui aurait pu aller à l'UFC, j'en suis sûr, il avait 5-0. Malheureusement, après, il a repris les affaires familiales, tu vois, dans sa vie professionnelle. Ses parents avaient des entreprises. Donc, il a repris, et ce qui est logique, hein, parce qu'il ne gagnait rien avec le MMA. Oui. Et tu vois, c'est contextuel, la performance de haut niveau. Ça ne dépend pas que de l'entraîneur, ça ne dépend pas que de l'athlète. Il y a aussi un contexte, le fait d'y croire, tu vois. Et c'est là où Fernand Lopez a été extraordinaire. C'est qu'il a créé un contexte favorable à la performance et que maintenant, grâce à des gens comme Cyril, Nassourdine, etc., tu sais que c'est possible.
Ouais. Tu vois, il a montré que c'était possible. Donc le mec qui va au MMA Factory, il sait que c'est possible. Et donc ça te crée un contexte incroyable au sein de ta structure. Ouais. Et après, si en plus tu rajoutes du savoir derrière, comme lui, bah après c'est jackpot, quoi. Parce que là, tu formes vraiment des individus. Aujourd'hui, moi, Greg, je m'en fous de former des mecs. Je te parle en toute honnêteté. Moi, mon rêve, comme toi, je pense, on a tous ce rêve, tu prends un individu à la caisse d'Amato et tu le formes de la plage de 10 ans et tu l'amènes champion du titre de l'UFC, il te pleure dans les bras, on est content, on est heureux, voilà. Malheureusement, tu t'aperçois que tu vas être, quand tu es entraîneur, tu vas être trahi. Y a des gens tu vas former, tu vas t'impliquer, tu vas les amener le dimanche en compétition, du jour au lendemain, ils partent dans un autre club. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas que moi, c'est tout le monde, mais ça fait partie du sport. Et après, quand tu le réalises, moi, je m'en suis rendu malade au début, mais après, tu le réalises, et après, tu te dis, bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, c'est les 14 ans de travail, maintenant, c'est les gens qui me contactent, tu vois. Quasiment toutes les semaines, j'ai 2-3 combattants de MMA qui me contactent pour ou venir faire un stage avec nous, prépa physique MMA, ou qu'on les prépare, etc. Donc, ça s'est retourné. Mais sauf que c'est des gens qui sont déjà motivés. C'est des gens que je sais qu'ils arrêteront pas. C'est pas moi qui les ai formés. Ils sont déjà compétitifs, en fait. Donc, c'est un peu comme le Real Madrid qui recruterait déjà des joueurs. Tu vois, en fait, c'est le même principe que les clubs de foot professionnels, quoi. Ils recrutent déjà, ils les forment. Il y en a qui, des fois, tu as la chance, tu peux les former, parce que tu as un centre de formation, et des fois, tu achètes un autre joueur, un autre individu, quoi. Tu fais un transfert, quoi. Après, c'est ça. Les gens, ils nous sollicitent plus pour l'expertise. Et ça, ça fait du bien d'être reconnu pour ça. Parce que ça prouve que le travail, ça paye quand même. Tu vois, parce que moi, je suis à Palavas-les-Flots, je suis dans une station balnéaire. Donc, trouver le nouveau Cyril Gane ou trouver le nouveau Francis Ngannou, c'est un peu compliqué. Je te cache pas. Mais oui. Tu vois. Oui, mais... Il faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. C'est sûr que si je serais dans la banlieue de Los Angeles, avec ma structure, tu la délocalises, tu l'amènes là-bas ou tu m'amènes en pleine banlieue parisienne avec la même structure. Si j'ai 200 mecs à tous les cours, je te garantis, je vais te sortir des mecs. Ouais. Mais malheureusement, j'avais des mecs. Mais c'était des gens qui venaient pour se faire plaisir. J'avais des compétiteurs, etc. Mais là, maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a des compétiteurs de partout qui nous contactent. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Et même en boxe pro, là, tout à l'heure, j'étais avec une karatéka qui a fait championnat du monde à Dubaï, Nancy. Donc voilà, ça, tu vois, c'est clair que ça fait plaisir, quoi. Non, bah, c'est clair que ça c'est fait hyper plaisir parce que gratifiant. C'est hyper gratifiant. C'est gratifiant. Et que je te dis, dans toutes les disciplines, que ce soit un joueur du top 14 ou que ce soit quelqu'un qui fait du karaté au niveau ou un boxeur professionnel en boxe anglaise comme Marlon Brun. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on reconnaisse ton travail. Que de se cantonner uniquement au MMA. Voilà, c'est ça. Et en fait, à la base, je voulais que les rugbyman, parce que j'avais beaucoup de rugbyman. J'ai toujours eu des rugbyman. Parce que moi, je suis dans une région où il y a beaucoup de rugby, tu vois. Et le combattant de MMA, mais après, par la force des choses, j'ai été obligé d'accepter un peu d'autres sportifs. Et en plus, c'est gratifiant quand tu as un joueur de Ligue 1 qui te contacte, tu sais. Ouais. Que le mec, il a déjà tout un staff autour de lui, qui gagne 100 000 euros par mois, et qui te dit, j'aimerais que tu sois mon préparateur, en plus. Ouais. Alors qu'il a déjà un préparateur, un kiné, un ostéo, tu dis, ah ouais, le mec, il reconnaît ta vision, ta posture. Et là, c'est gratifiant. Et là, tu viens et tu interviens sur sa programmation en essayant de limiter les interférences avec le travail qu'il fait à côté. Non, c'est cool. C'est cool. C'est enrichissant, tu vois. Justement, tu parlais de limiter les interférences et de charge d'entraînement, charge de travail. Pour toi, comment justement tu tu gères avec l'aspect technique, technico-tactique et tout ça, de la discipline? C'est-à-dire que parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui deviennent presque amoureux du côté prépa physique, accro, tu vois, aux endorphines et tout ça, et qui passent plus de temps à faire du physique que pratiquer leur discipline. Alors, c'est quoi, toi, tes recommandations ou ton avis sur cet aspect-là? Réussir à trouver le bon équilibre entre la pratique de ta discipline pour continuer à progresser, pour travailler tout ce qui est timing et tout ça, et puis le côté prépa physique qui va te permettre de performer aussi, quoi. Il faut que la prépa physique nourrisse le spécifique et pas l'inverse, comme tu dis. Faut pas devenir un crossfitter, quoi. Ouais. Voilà, il faut pas faire cette erreur. C'est-à-dire qu'il faut faire de la prépa physique qui va t'aider pour ton spécifique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies ce cheminement-là et cette réflexion-là. Et il faut pas, comme je dis souvent, il faut pas faire pour faire. Il faut faire pour s'améliorer. Il faut s'entraîner pour s'améliorer. Et ça, c'est très dur. Voilà. Et il n'y a pas que l'objectif. Ça doit être des objectifs de séance. Moi, je faisais des objectifs avant à long terme, tu sais. Mais je voyais que je progressais quasiment plus.
Et en fait, il faut faire des objectifs à très très court terme, ultra court terme, carrément au round, pour moi. Et en fait, voilà, donc il faut que la prépa physique vienne nourrir ton spécifique, que il faut pas que ça soit l'inverse. Il faut pas que tu sois plus... si en même temps, je sais pas, un combattant pro, si tu fais 7 prépas physiques par semaine et que tu fais que 3 cours d'entraînement de boxe, je crois que tu te trompes. Tu vois, je crois que tu fais vraiment fausse route, tu vois. Maintenant, il faut quand même toujours garder ta discipline au centre de la performance. Et après, derrière, tout ce qui va être contextuel, tout ce qui va être autour, eh ben, c'est un plus pour toi, c'est du bonus et ça doit t'apporter. Et au contraire, ça ne doit pas te desservir. Parce que le plus gros problème qu'on a en prépa physique, c'est le no pain, no gain. Ouais, ça, c'est la fléau de notre métier. C'est-à-dire que quand tu vois, je sais pas si tu as vu la vidéo avec Rust, non, de la sueur. De la sueur, celle-ci, je ne l'ai pas regardée encore. Bon, tu regarderas, on essaye de... Il fait très peu de mouvements. La séance, elle a duré 25 minutes de prépa physique. Il fait très peu. Je ne vais pas le tuer pour le tuer. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas lui faire des burpees ou de l'haltéro. Pourquoi faire? Oui. Il ne transférera pas. Et donc, ça, c'est le problème. C'est le problème parfois, où j'inclus un peu de prépa physique. Après, moi, j'ai mes connaissances, mais je suis très, très loin de tes connaissances à toi sur la prépa physique. Mais souvent, quand j'inclus de la prépa physique dans un programme, quelque chose, je vois tout le temps les gens qui me disent « Ouais, j'ai fait ça, et puis j'ai rajouté Parce qu'en fait, ils veulent se sentir complètement vidés, morts et tout ça. Ouais, mais ils ne prennent pas en compte l'aspect récupération, tu vois. Hier, j'écoutais un podcast qui parlait de... Je ne sais pas si tu connais, Georges Hébert. C'est très ancien, c'est sur la méthode naturelle. Oui, c'est l'hébérisme, non? Voilà, ça s'appelle déjà Et du coup, il racontait que l'idée, c'est plutôt de pouvoir s'entraîner un peu tous les jours et donc de ne pas se mettre, en tout cas fréquemment, dans le rouge pour pouvoir s'entraîner tous les jours, tu vois. Alors, je dis pas que c'est la meilleure solution non plus, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est à l'opposé de ce que beaucoup de gens recherchent. Ils cherchent à se sentir complètement défoncés et morts à la fin d'une séance, quoi. Et s'ils n'ont pas cette sensation, ils ont l'impression de ne pas avoir fait une bonne séance. Eh ben, c'est mon combat de tous les jours. Ouais. C'est horrible, moi, c'est mon combat de ma page Instagram, c'est ça, quoi. Surtout que moi, j'ai vraiment le physique qui va à l'encontre de mon discours. C'est-à-dire, quand tu me vois, tu dis « Ah, c'est bon, lui, c'est no pain, no gain, c'est un taré. » Et en fait, je suis complètement à l'opposé. Là, il y a un mec tout à l'heure dans ma FAQ me dit « C'est quoi ton max en squat ?» J'ai dit « Non, moi, il n'y a pas de max en squat, je fais pas mon max en squat, j'en ai rien à foutre. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de force comme les gens l'entendent. Donc, j'ai pas fait du 3RM depuis 10 ans. Donc, viens pas me raconter c'est quoi mon max en squat. J'ai pas de max en squat, je m'en fous complètement. Mais j'ai vu quand même que tes séances étaient quand même très longues. Moi oui, alors attention, moi oui, parce que après je te dis en toute honnêteté, Greg, c'est parce que c'est très pratique pour moi aussi. Moi je fais 1 heure et quart de prépa physique. Il y en a une là où tu fais 1h50, là où tu fais sparring de MMA à la fin. Oui. Ah bah attends, je te finis. Moi en gros, je m'entraîne de 11. En général, je m'entraîne de 10h30 tous les jours parce que je prends mes élèves avec qui je m'entraîne de 10h30 à 13h. Donc moi j'ai 2h30 d'entraînement environ. Mais parce que c'est plus pratique pour moi. C'est-à-dire que je fais ma prépa physique, tu vois. Dès que j'ai fini ma prépa physique, moi je lis le spécifique, je fais un travail associé. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que normalement, il faudrait que j'aille faire une sieste dans le meilleur des mondes. Que je me ralimente, que j'aille faire une sieste, que je récupère, que je reparte après faire un second entraînement. Je te dis en toute honnêteté, je veux pas combattre à l'UFC. Moi, je fais aujourd'hui, je fais pour évoluer, je fais pour progresser, mais je fais pas pour performer. Je fais surtout pour être le mieux possible à l'âge que j'ai, tu vois. Et surtout le plus pratique. Parce que toi et moi, on a une vie. En plus, moi, je me forme énormément. Donc, je peux pas me permettre de repartir m'entraîner le soir, etc. Et puis, j'ai plus la foi. J'ai plus la foi de... Moi, quand je suis dans ma dynamique, je suis bien, je suis dans ma dynamique. Après, quand j'ai pris ma douche, etc., là, je fais un podcast avec toi, tout à l'heure, je vais repartir entraîner, mais j'ai pas envie de me rentraîner, de retranspirer, etc. C'est bon, j'ai assez donné, tu vois. Donc là, maintenant, je te dis, là, ce matin, j'ai fait l'inverse, parce que je travaille beaucoup avec une fille qui fait du MMA, et là, je travaille ma technique, tu vois, donc on a fait du grappling, on a fait des éducatifs, des drills, etc. Donc 1 heure. Et après, j'ai fait 1 heure et quart de prépa physique derrière. Mais moi, tout le travail de prépa physique que je fais, c'est que quasiment de l'hypertrophie transférable. C'est-à-dire que c'est que du travail d'assistance. D'accord. Ça s'apparente un peu de la musculation et un travail d'isolation, beaucoup de façon unilatérale. Je fais plus d'haltéro, rien, par exemple. Tu vois, j'essaye de vraiment, conserver
d'épargner mon système neuromusculaire le plus possible pour pouvoir me réentraîner. Exactement ce que tu disais. Donc tu travailles dans quel type d'entraînement en fait tu fais au final histoire de comprendre concrètement à quoi ça ressemble. Alors moi, pour résumer, je fais par exemple, le nombre de répétitions que je vais faire, ça va être entre 10 et 20 répétitions, par exemple, sur un mouvement. Ok. Tu vois, quel qu'il soit. Voilà, ça c'est les styles d'entraînement que je vais effectuer. Après, moi j'ai des machines très particulières, donc voilà. Mais par exemple, si je fais les jambes, je vais partir sur ma fente glissée, je vais faire un entraînement classique. Je vais faire 5 fois 5 séries de 15 de chaque jambe, par exemple. Tu vois, avec du repos, moi je me repose entre les séries, je fais pas de circuit. Oui. Tu vois, j'enchaîne pas les circuits. Mais par contre, en fait, j'ai compris par la suite qu'on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Tu vois, voilà. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est de pallier à mes faiblesses et de renforcer mes points forts. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un gros travail unilatéral, il y a un gros travail d'isolation et que j'ai la chance d'avoir des outils très particuliers aussi, qui me permettent vraiment de recruter et de solliciter mes muscles. Pour te donner une idée, rien qu'en poignet, on a 4 500 € de poignet. De poignet, c'est les poignets de... J'ai vu, vous aviez des trucs hyper sympas en poignet, Ouais. Et donc, voilà. Et donc, ça change tout en termes de recrutement. Ouais. Tu t'aperçois quand tu fais le dos en rowing avec une poignée d'une marque ou d'une autre, qui est vraiment spécifique, ergonomique, etc., tu t'aperçois que ça n'a rien à voir. Et en fait, voilà, je travaille vraiment pour ressentir, pour combler et pallier à... Et surtout, je travaille surtout pour durer. C'est-à-dire être bien physiquement, tout en gardant le maximum, on va dire, mes perfs, et tout en étant encore un peu compétitif en tant que pratiquant, bien entendu, pas en tant que combattant, mais pouvoir donner de l'opposition à un de mes athlètes, par exemple, s'il vient. Et après, moi, je ne suis pas un adepte des sparring durs, par exemple, aussi. Tu vois, je ne suis pas... voilà. La dernière fois, je l'ai fait un petit peu à thème avec le boxeur pro Marlon Brun, parce que de temps en temps, j'en fais un à thème. Mais je vais pas à fond, on va pas à fond, mais juste je monte un peu l'intensité, on appuie un peu plus les coups, parce que de temps en temps, on est un peu de la vieille école, et de temps en temps, ça fait un peu plaisir de temps en temps de voir où c'est que tu en es aussi. C'est parce que tu n'as plus cette adrénaline, tu n'as plus tout ça, parce que je mets plus les gants durs. Donc, mais voilà, ça m'arrive, on va dire, une fois tous les 4-5 mois de mettre les casques et d'appuyer un peu plus. Mais voilà, mais sans aller vraiment jusqu'à l'échec. Mais quand je vois qu'il y en a qui le font 3 fois par semaine, ça c'est pareil. C'est un peu l'équivalent du no pain no gain, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que constamment, je devais expliquer à mes élèves et tout ça, de pas chercher du sparring dur tout le temps. Quoi, ce qui nous a sauvés, c'est que les grands champions, il y en a beaucoup qui font plus de sparring. Hein. Ça, Max Holloway nous a sauvés. Hein. Max Holloway, c'est un des plus grands encaisseurs de l'UFC, il fait plus de sparring. Donc à partir de là, lui, il nous a vraiment sauvés, quoi. Non, mais c'est clair. Et j'en ai vu d'autres, même des boxeurs, certains boxeurs, je sais plus c'était quoi son prénom, je crois que c'est Martinez, il combat plus, mais qui disait, moi je fais plus de sparring, je fais, allez, dans mon camp de 3 mois, je fais 1 ou 2 sparring durs et c'est tout, quoi. Il dit, j'ai suffisamment encaissé de coups dans ma vie, je vais pas en rajouter, les coups, je vais les prendre le jour du combat, je vais pas les prendre. Ah non, mais je suis entièrement... Après, on te dit, oui, tu t'habitues et tout, non, mais c'est plus compliqué que ça. La tête, le cerveau, il est pas fait pour recevoir des coups, hein, donc... Exactement. Non, mais là, je te dis, ça c'est pareil, c'est mon cheval de bataille. J'essaie de l'expliquer aux gens. J'ai vu tellement de trucs de dingue. Et moi-même, j'ai fait des trucs complètement débiles. Mon père, moi aussi. mon père, il me disait, il faut pas boire, ça va t'endurcir. Tu vas pas boire pendant que tu combats. Tu vois, voilà. Oui, mais c'était une autre génération. Ils avaient pas accès à l'information aussi. Tu vois, c'était différent. C'était une autre approche. Voilà. Nous, on mettait les gants. On avait 13 ans. Il n'y avait pas de light, hein. Il fallait s'arracher la tête, c'est tout. Hein. Bah oui. Voilà, on sortait, on était avec des bleus, on avait des cocards, des machins. Bah oui. Mais on te disait, mais c'est normal, attends, tu fais de la boxe, tu fais pas de la danse. Tu vas faire de la danse si tu veux pas prendre de coups. C'était une autre génération, il ne faut pas en vouloir aux gens. Hein, moi. Mais par contre, y en a, ils me disent, ouais, mais ça t'a apporté. Non, ça m'a rien apporté du tout. Ça m'a apporté des problèmes, plutôt. Ton développement technique, en plus, il est moins bon. Tu vas moins t'amuser, tenter des choses et tout ça, quand il y a le risque du chaos en face, plutôt que quand tu es en train de t'amuser, que tu travailles léger, c'est là que tu vas progresser techniquement, tu vois. Non, mais attends, mais moi, je vais te parler très simplement. Aujourd'hui, je fais ça, j'ai plus d'os, quoi. Tu vois, la fois, ils m'ont fait un test PCR, la meuf, elle rentrait même plus, quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je lui dis, j'en sais rien, madame, j'ai boxé quand j'étais petit, j'étais un peu bête. Hein. Mais monsieur, elle me dit, c'est bloqué. Je lui dis, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en sais rien. Mais voilà, c'est pas anodin, quoi. Je fais ça, j'ai plus rien, quoi. Non, mais après, j'ai de la chance, j'ai jamais été blessé réellement, etc. Mais il y en a d'autres, malheureusement, je pense que... Heureusement, je l'ai compris jeune, hein, parce que j'aurais pu continuer à faire des bêtises
J'aurais pas eu cette curiosité de me documenter. Je pense que j'aurais fait des bêtises encore assez longtemps, tu vois. Non, moi, je sais que Donc, j'avais, pendant des années, on avait un cours, le cours du vendredi soir, c'était un cours de sparring. On faisait que du sparring et c'était vraiment au chaos. On travaillait avec les petits gants de MMA. On mettait quand même des casques, ah mais ouais. les casques, en fait, ça empêche pas du tout les traumas crâniens. Et on était plusieurs à se revoir le lundi, à se dire putain, j'ai eu mal à la tête tout le week-end. Bah, Non, 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 mais c'est terrible, hein. Moi, j'ai des combattants que je préparais aussi. Ils me disaient, Clément, je suis obligé de prendre un Doliprane et tout. mais oui, mais Non, non, n'importe non, mais quoi. là, quand tu en arrives là, c'est que ça fait peur, quoi. Il y a un problème au bout d'un moment. Mais après, tu as des combattants qui ont besoin. Hein. Tu as des combattants, malheureusement, ils ont besoin de faire ces oppositions, de savoir. Après, il y a un facteur psychologique Ouais, aussi, je peux le comprendre, ça. Je peux le comprendre. Il y a des combattants que pour eux, c'est inconcevable de ne pas faire de sparring ouais, dur. ouais. Ils en ont besoin. Si tu Ouais, leur ça fais les pas faire, rassure. ils ont l'impression qu'ils s'entraînent Ça pas. les rassure. Ça les rassure. Et malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, hein, Ouais, pour performer. C'est clair, hein. Il y en a. Hein. Il y a deux. Là, pour le coup, il y a deux courants de pensée, hein, ouais. qui s'affrontent, en quelque sorte. Hein. Et tu disais dans ton entraînement, tu fais du transférable. Qu'est-ce qui fait que c'est transférable alors? Ah, ben alors après, c'est tout ce qui touche à notre méthode d'entraînement. C'est-à-dire que quand je dis c'est transférable, ça parle pas que des patterns de mouvement. En fait, c'est transférable parce que les outils que je vais utiliser pour analyser, on va dire, le fait qu'ils soient transférables ou pas, c'est des outils qui sont de ma discipline. Mhm. C'est nous, je sais pas si tu as vu, pour imager, pour que j'en comprenne, on a un bouclier mural là, qui à l'INSEP, ils ont quasiment le même. Ça s'appelle le Schlagmeister. C'est un capteur de puissance, hein, Ouais, un peu comme une fête foraine, tu dirais. d'accord. Ouais. Et bien en fait, avant, quand je faisais la prépa physique, mais moi, Greg, je faisais prépa, mais je quantifiais pas. Tu sais, Mhm. je faisais ma prépa physique, je tapais sur le sac, je disais, ah, je frappe plus fort qu'avant. Tu Ouais. sais, j'étais content, tu vois. Mais je savais pas si je tapais plus fort Mhm. qu'avant, tu vois. C'est après, avec nos protocoles d'entraînement, quand je suis arrivé, donc, on va dire, dans le sport de haut niveau, en quelque sorte, hein, j'ai commencé à voir que les mecs, ils recueillaient l'information, ils la traitaient, et ensuite, ils l'analysaient. Donc, du coup, planifier, diriger, analyser. Mhm. Et là, j'ai commencé à dire, attends, je vais quand même voir si tout ce que je fais là, l'haltéro et tout, est-ce que ça m'aide pour la lutte, la boxe? Est-ce que je vais plus vite? Tu sais, j'avais des accéléromètres et tout. Est-ce que j'ai gagné, quoi? En puissance, en vitesse, en réactivité? Et je me suis perdu, j'avais rien gagné du tout. Oui. Au contraire, j'étais plus nul qu'avant. Je perdais Mais oui. au lieu de progresser. Et là, j'ai revu tout mon entraînement de A à Z. Et moi, Et c'est à ce l'haltéro, moment-là que j'ai parlé de transfert. je comprends pas cet intérêt, cet entrain qu'ont eu les gens pour ça, parce que, enfin, moi, le problème que je vois dans l'haltéro, c'est que c'est très technique. Et donc, tu vas devoir forcément passer beaucoup de temps sur de la technique, de quelque chose qui n'est pas ta discipline, tu vois. Tu vas devoir faire un gros travail technique déjà, sans même parler de performance, tu vas devoir beaucoup bosser ta technique. Pourquoi faire quelque chose de compliqué, tu vois, enfin, il y a d'autres solutions, tu vois, des choses qui vont Ah non, pas mais te demander d'apprendre une nouvelle discipline à part entière pour améliorer la tienne. ah ben là, moi je suis complètement convaincu. Moi j'adorais l'haltéro, j'ai arrêté du jour au lendemain parce que je me suis rendu compte que j'en fais faire de l'haltéro, hein. Je prépare des crossfitters, donc Oui. bien sûr qu'ils ont des cours. Ça fait partie de leur Bah, ça, discipline, oui, donc oui, voilà. dans ce cas-là, oui. Mais moi je suis pas un haltérophile. Maintenant il y en a des haltérophiles qui disent ah mais moi j'ai des lutteurs ils font l'haltéro. Oui mais parce que c'est normal, c'est l'héritage de l'URSS. Mm. À l'époque les mecs tu faisais l'haltéro, tu faisais de la lutte. Ouais. Voilà c'est tout et tu faisais un peu de gym. Donc voilà, mais après maintenant on avait tellement des outils modernes qu'on s'appelle. Là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand j'ai vu les haltérophiles chinois faire des machines, Mm. beaucoup de travail d'assistance. Donc là je commence à m'interroger. Et après, l'haltéro, moi j'adore cette discipline. C'est comme le crossfit, c'est une discipline que j'adore, le crossfit. Le sport, j'adore. C'est-à-dire les voir performer et tout, je me dis, waouh, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que c'est compatible avec le MMA? Non. Mm. Pourquoi? Parce que le crossfit et le MMA, c'est les deux disciplines les plus chronophages du monde. Ouais. Pour être complet. Le crossfit, tu dois maîtriser un panel de mouvements qui est incroyable, et en MMA, tu dois maîtriser un panel technique, ou même si tu fais que ça, tu as déjà du mal à le maîtriser. Ouais. Tellement tu as des trucs à bosser. Comment tu veux concilier les deux? Mais oui. C'est impossible, tu vois. Ou alors tu fais du no pain, no gain. Ouais. Tu fais 3 modes par semaine, plus 10 entraînements de MMA. Mais t'es mort. Mais oui. T'es mort. T'es mort. Tu sors, au bout de 3 ans, déjà, tu vas avoir des problèmes. C'est contre-productif, totalement. Ouais. C'est contre-productif. C'est pas le crossfit qui est pas bon. C'est pas le MMA qui est pas Ouais. bon. C'est que les deux en synergie, c'est compliqué. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu peux utiliser le crossfit comme un outil dans ta prépa physique? Bien entendu. Mm. Ça, je te dis pas le contraire. Maintenant, je te parle le crossfit comme il est enseigné en tant que sport et dans les box, c'est pas adapté pour la performance du MMA, je te parle. Ouais, Hein. ouais. Après, bien sûr que c'est très bien comme discipline, mais c'est comme si tu dirais, un crossfitter, il dirait, bah attends, pour performer à haut niveau en crossfit, je vais aller faire du MMA. Mm. Mais oui. Mais tu vas dire, mais pourquoi tu veux faire du MMA? Tu veux apprendre à boxer? Est-ce que ça peut t'apporter
Tu sais, le côté ludique et tout, certainement. Mais après, il faut pas s'entêter. Après, c'est du bon sens, c'est ce qu'on dit, Greg. Hein. Je veux dire, ça tient, je veux dire, c'est du bon sens. C'est pas, on n'oppose pas les disciplines. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu es dans la préparation physique, on parle d'optimisation. Je parle pas de plaisir, hein, Greg. Hein. Attention, là, tous les deux, il faut que les gens qui nous écoutent, on différencie la notion de plaisir et la notion de performance. Hein, moi, il y a des mecs qui me disent, mais est-ce que je peux aller nager? Non, mais Greg, si le mec, il kiffe nager, mais qu'il aille nager. Tu vois, un mec qui aime courir, mais qu'il aille courir en nature, tu vois, ou faire des randos, mais il n'y a pas de problème. Après, il y a la notion de plaisir qui rentre en compte. Si toi, quand tu vas au CrossFit avec tes copains, tu kiffes et tout, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, après, je te parle, tu me dis, Clément, est-ce que c'est optimal? Non, c'est pas optimal. Maintenant, est-ce que tu kiffes et que ça te fait plaisir? Ben oui, ça, c'est encore notre problème. Mais là, on parle tous les deux d'optimisation, de ce qui serait le mieux pour un athlète qui combat en boxe, en MMA, en rugby, qui évolue en rugby ou je ne sais quoi. Et quand toi, du coup, avec tous ces gens que tu coaches, même à distance et tout ça, je suppose que quand tu les as en coaching, au départ, ils t'exposent leur plan d'entraînement actuel. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois, on va dire les erreurs les plus fréquentes qui reviennent presque tout le temps? Enfin, est-ce qu'il y en a? Oui, ils font pour faire. Ils font pour faire. Voilà. Ils font pour faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs de séance. Il y a des objectifs, mais qui ne sont pas précis. Je veux être bien. Mais ça ne veut rien dire d'être bien. Tu vois, tu commences à tu veux être bien. Non, il faut un prix précis. Ils font pour faire, ils font des trucs, ils vont faire des cycles de force, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais, il y a pas le pourquoi du comment, il y est pas. Il y a que le comment, il y a pas le pourquoi derrière. Mais quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses, déjà tu vas dans le mur parce que tu n'as pas réellement, tu sais pas pourquoi tu fais tu exécutes ce que tu fais. Et surtout, ce que je me suis aperçu, c'est que c'est un peu fourre-tout, tu vois. C'est-à-dire que t'as toujours peur de pas assez faire, comme tu disais. Une fois que tu rentres, tu dis, oh putain, j'ai pas l'impression d'avoir tant forcé que ça aujourd'hui, etc. Alors peut-être que c'est cette séance-là qui va te faire le plus de bénéfices. Mais tu t'en rends même pas compte. Et en fait, tu as des gens aussi. Et alors, un autre truc aussi que je vois, c'est que malheureusement, et c'est malheureux ça, hein, par contre, hein, c'est que malheureusement, en prépa physique, tu peux très peu changer de semaine en semaine. C'est-à-dire que le truc le plus fréquent, c'est que les gens changent du tout au tout. C'est-à-dire qu'ils vont faire une semaine, ils vont faire des mouvements, la semaine d'après, ils font des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, ils savent jamais s'ils progressent, les mecs. C'est-à-dire que la séance qu'ils ont fait le lundi 11 janvier, ben, cette séance, ils la referont peut-être qu'en juillet. Tu vois, ça, c'est vraiment des erreurs monumentales en prépa physique. Dis-toi que moi, pour donner une idée aux gens, mais je le fais pas en coaching à distance, parce que sinon, les gens arrêteraient. Ils me diraient, vas-y, casse-toi, je te prends pas. Mais moi, pendant 6 mois, j'ai fait quasiment les mêmes séances. La même semaine, identique, Greg. À part les techniques. Je parle pas des techniques, je parle pas du spécifique. MMA, boxe, tout ça, c'est autre chose. Mais je parle des mouvements que je pratiquais. Pendant 6 mois, j'ai des cahiers où j'ai la charge d'entraînement, le nombre de répétitions que je fais, le tonnage global, mais sur les mêmes mouvements. Et dès que je vois que je progresse plus à un mouvement, c'est à ce moment-là que je me pose des questions et que je commence à essayer de trouver des solutions. Mais tant que mon mouvement il est profitable, on va dire, je le saigne au maximum, quoi. Tu vois, je m'en sers au maximum. Et ça, c'est vraiment une notion de progression. Parce que j'ai mon carnet, j'ai mon feedback. Maintenant, ça, je le fais pas. Je le fais pas parce que c'est pas assez ludique, il faut que ce soit ludique, donc je fais des choses logiques qui se nourrissent les unes des autres. Parce que toi, Greg, logiquement, si moi je veux un bon jab, ben le jab, je vais devoir en faire tous les jours. Tu vois, c'est pas en faisant un peu de jab en janvier, un peu de jab en juillet, tu vois aussi bien que toi et moi que c'est mort, quoi. On progressera pas. Mais je me rappelle. Maintenant, si dans ton club je viens et que tous les jours, si je suis un combattant professionnel, je veux le comprendre, que tu me fais travailler mon direct bras arrière parce que c'est mon point fort. Tu vois, donc je vais le comprendre. Mais un mec lambda, il va dire, attends, Greg et Clément, là, ils sont gentils, vos copains, là, vos coachs, là. Et ça fait un mois que j'y vais, un mois que je fais du direct bras arrière. Tu vois, donc le mec il revient plus, quoi. Après il y a aussi un aspect, il faut prendre du plaisir. Et c'est ça, moi, je trouve le plus dur, c'est de trouver le compromis entre la progression et le ludique. Moi je trouve que c'est ça le plus difficile dans notre corps de métier. Oui, mais faut trouver. Après, ça dépend à qui tu t'adresses et tout. Moi je me dirige vraiment vers les gens qui sont plus en loisir parce que justement je trouve ça plus ludique et plus sympa. Et t'as pas de pression derrière de performance, tout ça.
Et du coup, tu t'éclates plus, tu peux tester plus de choses et tout ça. Mais c'est sûr que entre ce qu'on devrait faire pour avoir justement, comme tu disais, une progression optimale et entre ce qu'on fait, il y a souvent une différence parce qu'il y a cette notion de plaisir. Et si on retire tout plaisir à la personne, bah, la personne, elle reste pas. Donc, il faut faire un compromis. C'est tout. Ouais, c'est ça, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais tu vois, sur ce que tu disais, je me rappelle Yuri qui me racontait quand il était encore en Moldavie, quand il était enfant, il dit il y avait un champion dans son club, je ne sais plus s'il était numéro 1, numéro 2 en Moldavie, mais qui avait c'était son mouvement, c'était son spécial qu'il arrivait tout le temps à placer en combat et qui le faisait souvent gagner. Et il dit après chaque entraînement, quand l'entraînement était terminé, lui restait et il répétait 250 fois son spécial. Tu vois, alors qu'il venait déjà de faire 2h30 d'entraînement. Et tu peux pas dire que tu vas prendre du plaisir à faire ça, mais c'est ça qui lui permettait de performer au plus haut niveau et de placer justement ce fameux mouvement, tu vois. Ah non, mais là, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est vraiment ma philosophie. Après, c'est juste, il faut réadapter, comme tu dis, réajuster pour monsieur, madame, tout le monde. Et qu'ils puissent progresser, tout en prenant du plaisir. Ouais. C'est ça notre job, quoi, hein, en réalité. Et toi, parce que tu as quand même un physique un peu hors norme, en plus pour quelqu'un qui est vraiment dans le MMA, tu as un physique, j'ai vu que tu préparais une compète bodybuilding ou physique, je sais plus ce que c'était comme compète, mais bon voilà, t'es hyper sec avec quand même une sacrée masse musculaire. Pas en ce Pas en ce moment. Non. Mais alors, comment t'arrivais à concilier tout ça? C'est quoi? C'est la nutrition qui te permet d'avoir ce résultat ou c'est vraiment la science de l'entraînement derrière ou une combinaison des deux? Ah, c'est les deux. Ouais. Là, franchement, c'est trois choses, réellement. Et ça a été le plus dur. Hein. C'est le plus dur. En fait, on a joué sur les trois leviers de la musculation. On a joué sur la nutrition, sur le repos et sur l'entraînement. Mais par contre, c'est voilà, je suis allé jusqu'au bout du truc, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai quand même été assez intransigeant, tu vois. Dans le sens que 23 heures extinction des feux, quand je mange, c'est au maximum un podcast, mais il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Je regarde ce que je mange, enfin, tu vois, j'ai poussé le bouchon très très loin. Et en fait, tu t'aperçois que oui, quand tu mets tout en œuvre, tout fonctionne, mais après. Le plaisir et puis là. Après, voilà, c'est voilà. En fait, la musculation, donc le bodybuilding, hein, m'a fait comprendre ce que c'était d'être un athlète professionnel. Réellement. J'ai compris. J'ai compris qu'avant, j'étais. Même les combattants que je coachais, les sportifs que je coachais, les footballeurs, peu importe, c'était pas des athlètes professionnels. Enfin, c'est pas la même exigence. Le bodybuilding, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. En fait, tu vis pour ça, quoi. Et je le dis souvent, mais c'est la discipline la plus facile et c'est la discipline la plus dure. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'elle est facile parce que tu prends pas de coups, personne t'étrangle. Si tu veux pas y aller, tu vas pas, Greg. Tu restes chez toi. Il y a personne à la strade, à l'entraînement qui va te faire chier. Tu fais ton entraînement, tu vois. Tu sais, t'as pas d'opposition. T'es seul face aux machines. Donc tu fais ce que tu veux. Donc c'est pas dur. Face à toi-même. Tu sais, en réalité. Mais par contre, il faut que tu aies une autodiscipline de malade. Et en fait, t'as pas le droit à l'erreur. Moi, je suis pas doué génétiquement. La seule force que j'ai, c'est que je suis un grappu. C'est-à-dire que je prends facilement de la masse musculaire. J'ai toujours été lourd. J'ai toujours fait 1m72 pour 85 kilos à peu près, à l'année. Là, je suis à 90, 91, mais voilà, j'ai toujours été costaud. Donc, j'ai toujours eu de la masse musculaire. Mais par contre, je galère un peu à sécher, tu vois. Donc, mais après, voilà, je sais que je peux sécher. Donc, en fait... le culturisme m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je mesurais tout, que je quantifie tout. Tu vois, que j'avais pas beaucoup de leviers pour performer. Mes leviers, c'était le repos, c'était l'alimentation, c'était l'entraînement. Et surtout, c'était la régularité. Et ne pas faire de cheat meal, par exemple, pendant 4 mois, tu vois. C'est là où tu vas faire la différence. C'est vraiment des mecs que... C'est surtout sur l'aspect social, tu sais, c'est vraiment des mecs qui se mettent dans un contexte pour performer. Les combattants feraient comme eux, les combattants de l'UFC. C'est-à-dire qu'ils auraient la même hygiène de vie, je te parle, qu'un culturiste, mais je te promets que le niveau de l'UFC serait 3 fois supérieur. Ça serait un truc de fou, quoi.
Mais en fait, ils ont un état d'esprit. Après, ils deviennent dingues, les mecs, hein, mais ils ont un état d'esprit qui est incroyable. C'est une façon de vivre. C'est pas, tu sais, c'est un lifestyle, le culturisme. C'est pas un sport à proprement parler. Tu vois, tu vas jusqu'au bout du truc, quoi. C'est un peu comme les mecs qui font des ultra-trials, tu sais, qui partent des 24 heures, etc. Tu sais, c'est des mecs qui, je crois, ils font 5-6 heures de charge d'entraînement par jour. Moi, MMA, et en boxe, en rugby, tous les mecs que je prépare en foot, tout, je te dis franchement, ils mangent plus ou moins ce qu'ils veulent. Ouais. Bon, après, ils font attention, tu vois, mais t'as capté, quoi. Les mecs, ils s'entraînent, après, s'il faut aller manger des plats, des pâtes à la bolognaise, ils vont les manger. Tu vois, ils sont pas intransigeants. Ils regardent des séries Netflix qu'à 2h du matin, le lendemain, après, ils se lèvent. Tu vois, ils sont pas intransigeants, tu vois. En culturisme, t'en as qui font ça aussi, hein. Mais quand j'ai des génétiques exceptionnelles, mais effectivement, en bodybuilding, t'as pas trop le choix, hein, d'être irréprochable, hein, si tu veux être compétitif. Et en plus, c'est une discipline qui est subjective, hein. C'est-à-dire que moi, quand je me vois sur scène avec les mecs, je l'ai montré aux gens qui connaissent pas, t'as l'impression que je suis comme les mecs, quoi. Et tu vois, moi, sur le coup, je me sentais ridicule, mais après coup, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, mais ça va, j'étais pas mal et tout. Tu sais, c'est très subjectif, le culturisme. Tu sais, c'est des mecs qui te notent, quoi. Donc c'est particulier, tu vois. Tu bats pas un mec, quoi, tu vois. Toi, peut-être que tu vas dire, ah, mais Clément, je te trouvais mieux que lui là-bas. Comment ça se fait que c'est lui qui était devant toi? C'est très subjectif. C'est ingrat, c'est une discipline très particulière et qui m'a fait énormément apprendre sur moi-même et qui m'a fait revoir ma vision de l'entraînement parce que c'est des sculpteurs. Moi, je les vois un peu comme des sculpteurs, tu vois. Et tu es obligé de sculpter, tu vois. Il me manque un peu de biceps. Comment je dois faire pour gagner les biceps? Et ça, tu es obligé de tout analyser. Donc, c'est très, très particulier et très enrichissant comme sport. Il y avait Bernard Hopkins, je le fais aussi, qui était comme ça. Hein, Bernard Hopkins, le boxeur, c'est lui qui était réputé pour être presque un moine, quoi. Jamais, même après ses combats, il allait pas faire la fête, il buvait jamais d'alcool, il allait pas en boîte. Cristiano Ronaldo aussi. Cristiano Ronaldo, apparemment, il est comme ça. Il a un nutritionniste, un préparateur physique chez lui, tout. C'est un dingue de la performance. C'est un mec comme ça. Et donc, je suis pas étonné, tu vois, qu'ils aient performé. Tu vois, et surtout qu'ils aient duré dans le temps. C'est des perfectionnistes. Et en fait, le culturisme, ça m'a. En plus, moi, je suis un gourmand, tu vois, donc j'aime bien manger et tout. Donc, c'est difficile. Là, tu vois, j'ai attaqué ma prépa depuis hier. Donc, bon, j'ai un peu de mal j'ai attaqué surtout sur les entraînements. Mais j'aimerais refaire encore une compétition pour vraiment afficher la meilleure condition que tu vois, avant mes 40 ans. Donc, j'aurai 38 ans pour ma prochaine compète. Et essayer d'approfondir encore plus mon savoir, tu vois, sur moi-même, etc. Et en testant d'autres protocoles d'entraînement, tu vois, pour avoir encore un peu plus de données. Mais non, c'est dur. C'est très, très, très dur. Et arrivé à un moment, c'est vrai que tu peux plus le concilier avec le MMA. Les 2 dernières semaines, t'es un zombie. Hein. Donc, 2 dernières semaines, même, tu es même méchant. Hein. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas la notion plaisir, quoi. Ah non, plus du tout. Et je vais te dire même pire, Greg. T'as même plus la notion de... T'es plus du tout objectif envers toi-même. C'est-à-dire que je te montre quand je vois les photos, les vidéos de moi que j'ai faites quand j'étais en prépa, je me trouve incroyable, tu vois. Quand sur le coup, je me trouvais pitoyable. Tu sais, genre, je me vois des torse nus, je dis, mais Fred, je suis ridicule, tu vois, mon associé. Mon associé me dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai dit, non, mais je te jure. Et dis-toi que l'échauffement, je l'ai fait avec le t-shirt à la compète là-bas. J'avais honte de mon corps par rapport aux autres. Mais c'est ce que je voyais dans la photos. J'avais regardé, je l'ai pas regardé peut-être en entier, mais la vidéo que tu avais fait avec le pro IFBB là, qui était venu, il disait non mais tu verras que genre à 1 semaine ou 2 de la compétition, il y a aucun bodybuilder qui va vouloir retirer son t-shirt. Ah non, mais moi c'était mon cas. Mais après, ça a une incidence. Là, je vais pas la faire de la même manière la prépa, mais c'est la première fois que ça a une incidence sur ma vie privée et tout, tu vois. Donc, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu étais méchant un peu avec les gens qui t'entourent. C'est très compliqué. C'est un sport incroyable. Hein. Franchement, on m'avait dit que c'est. Parce que lui, ce culturiste que tu as vu, c'est un mec qui a fait du triathlon à haut niveau. Ah ouais? Donc, qui était habitué aux charges d'entraînement considérables, tu sais. Et il me disait qu'il avait rien vu d'aussi dur que le bodybuilding, et ben, je veux bien le croire. Hein, parce que, comme je te dis, c'est pas les coups. Hein. Bien sûr que la boxe et tout, c'est plus dur, tu prends des coups. Mais c'est dans la tête, quoi. Bah oui. C'est dans la tête, quoi. T'es là, des fois, tu rêves de manger, quoi. Bah c'est ça, pour arriver à ce taux de masse grasse,
Enfin, des Tu dors plus, sacrifices. hein, à la fin, moi je dormais 2-3 heures. Quand j'arrivais à m'endormir, j'étais le plus heureux du monde, quoi. Tu sais, c'est... Non, mais c'est très particulier, franchement, et j'espère pas revivre. Je revivrai pas la même prépa parce que j'ai eu des problèmes dans cette prépa, mais je sais que je ferai tout pour plus revivre. Et j'avais abordé la préparation totalement différemment parce que ça a été trop. Je l'ai fait un peu à la dure, tu vois, et je pense que je le referai plus parce que ça. Après, tu sais, il faut quand même, comme tu dis, il faut que tu sois heureux quand même. Si tu as du plaisir, ça mène à rien. Après, de pas être heureux dans ce que tu fais, autant pas le faire, tu vois. Et comment tu. Par défi ou pas. Si tu devais donner des conseils sans dévoiler toutes tes approches et tout ça, mais sur la nutrition, des conseils basiques, des erreurs à éviter aux gens qui voudraient faire attention et tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, il n'y a pas de vérité, tu sais. C'est-à-dire que le mec qui te dit oui, je veux faire du jeûne intermittent, ça va révolutionner mon approche, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. C'est ça le meilleur conseil que j'ai à dire aux gens, c'est de marquer ce qu'ils mangent dans la journée. D'être objectif. Et tu le notes. Et après, tu vois les calories. Et les macros, les micronutriments, comme ils sont répartis. Voilà. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens. C'est avoir un feedback. C'est dire, voilà, aujourd'hui, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Oui. On ne se rend pas compte. On mange. Tu as mangé une gaufre, tu prends 500 calories dans la tronche, mais pour toi, tu as mangé un gâteau, quoi. Au goûter, mais tu ne la vois même pas, tu le glisses tout, surtout si c'est bon, ça glisse tout seul, tu vois. C'est clair. Des fois, tu te resserres, par exemple, Greg, c'est un truc bête. Tu manges sainement, donc on va dire, tu m'as compris, quoi, parce que qu'est-ce que ça veut dire sainement? Bon, voilà, c'est toujours des débats, hein. Mais tu vas te resservir 2 fois. Au final, tu as mangé autant de calories que quelqu'un qui aurait mangé quelque chose d'un peu moins bien. Donc, déjà, de tout marquer, pour moi, c'est la base. Et à partir de là, d'identifier où ça bug. Et déjà, quand tu as identifié où ça bug, et le conseil que je donne aux gens, et c'est ce que je fais pour moi, il faut déléguer. Parce que moi, ma diète, Greg, et pourtant, je te garantis que j'en ai lu des méta-analyses et compagnie. Je fais que ça toute la journée de me former. Mais si tu vois ma diète, quand c'est moi qui me l'a fait, il y a des cheeseburgers. Hein. Parce que je suis pas du tout objectif avec moi-même. Moi, ma diète, il y a des M&M's. Oui, mais c'est le problème Parce que moi, je délègue. Moi, c'est mon associé qui me fait ma diète. C'est le problème. Même quand on a les connaissances, quand on fait pour soi-même, c'est toujours très compliqué. Non, inconsciemment, tu te diriges vers ce que t'aimes. Et les entraînements, c'est le pire. Les entraînements, je fais, comme il me dit mon associé, mais attends, tu fais tout ce qu'il faut pas faire. Tu fais que des trucs que t'aimes, pratiquer. Mais oui, parce que oui, je kiffe, tu vois. Et c'est des mouvements où je suis fort souvent, que j'aime bien me faire. Tu sais, logique. Parce que t'as pas de difficulté. Donc en fait, voilà. Et donc c'est Fred qui s'occupe de ma prépa. Et moi, je m'occupe de la sienne. Parce qu'au moins, c'est comme ça. Au moins, j'ai un avis objectif. Même si on est coach, en fait, on n'est pas. Faut essayer d'éviter d'être son propre coach parce que on n'est pas objectif avec soi-même et on n'arrivera pas à faire les meilleurs choix. Et c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est pas optimal, on va dire. Mais non, ça c'est clair que c'est une vraie difficulté. Et moi, je trouve que dans la nutrition, c'est pas toujours le quoi manger, combien manger et tout. C'est vraiment l'aspect mental, je trouve, qui est le plus dur. C'est toi, tu dis, je suis un gourmand et tout ça. Et comment tu arrives à résister, tu vois? Il faut que j'ai un objectif. Maintenant, Greg, si j'ai pas d'objectif, je te dis en toute honnêteté, c'est dur. Avant, j'y arrivais. Maintenant, me dire il faut que je sois bien, non, c'est dur. C'est fort comme objectif. C'est dur. Là, la chance que j'ai, c'est que je me développe bien quand même. Enfin, je me développe bien, je suis personne, mais c'est les réseaux, j'ai beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de préparateurs qui me contactent, qui me disent que je les inspire et tout. Et donc, je me dois d'avoir une responsabilité intellectuelle vis-à-vis d'eux. Tu vois. Faut que je sois honnête, tu vois. Donc, je pense que quand tu t'impliques comme toi sur YouTube depuis des années et tout, ben, ça te donne un petit objectif, tu vois. Quand même de te dire, attends, il faut que je sois présentable quand même dans mes vidéos. Tu sais, voilà. Moi, je trouve que ça motive, hein, de faire des vidéos YouTube, tu vois. Franchement, ça motive. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. En tout cas, il y en a peut-être que ça leur suffit. Thibaut InShape, par exemple, il a une super condition actuellement. Bravo, parce que moi, il n'a pas d'objectif précis. Hein. Il n'a pas de compète, rien. Il arrive à afficher une super condition. Moi, aujourd'hui, je te dis franchement, si j'ai pas une compète, c'est compliqué. C'est compliqué. L'avantage du bodybuilding, c'est que comme tu combats pas, ben, même si tu fais une compète et que tu finis dernier de chez les derniers, tu t'en fous. C'est pour toi. Tu vois. Parce que les gens vont te féliciter quand même.
Parce que même si tu es le dernier des derniers dans une compétition de musculation, tu auras un super physique. Tu auras un meilleur physique que 99% des gens. Voilà. Toi, tu t'en fous après de performer. Moi, j'ai été déclassé. Parce que j'étais un peu. J'avais pas le. Parce que c'est des catégories, tu vois. En main physique, j'étais pas bien, quoi. Pour la main physique. Donc, j'étais pas dans ma catégorie, en quelque sorte. Je n'avais rien à foutre là. Mais par contre, j'affichais, pour moi, pas le meilleur physique que j'ai eu, mais un bon physique convenable. Ouais. Donc, voilà, je suis content. Surtout quand je voyais d'où je partais, tu vois. Donc, non, après, t'es content. C'est quand t'as fini, t'es content. Donc, voilà, c'est pas comme un combat que tu arrives, même si t'as fait un beau combat, mais que t'as perdu, ça fait chier, quoi. Parce que t'as une défaite. Là, tu t'en fous, tu sais. Le culturisme, t'es 15 ou 20, ça dépend les compètes. Tu arrives sur la planche, tu descends, tu fais ton posing, tu descends. Quand tu descends, il dit, voilà, tu sais, il y a les juges, t'as un mec qui arrive, comme un arbitre, il dit, voilà, les 6 qui vont au deuxième tour. Ouais. Et hop, les 6, hop, ils partent. Et après, t'en as 10, et ben, on part, nous. Tu vois. C'est pas comme un combat où t'as la main levée, tu sais, c'est différent. Tu sais, voilà, hop, ben, les 6, souvent, c'est les mieux, physiquement. Ben, tu jalouses pas, tu sais, tu vois les mecs, ben, j'étais mieux que toi, quoi. Ouais. Tu vois. Donc après, au contraire, ça t'inspire pour aller plus loin. Ok. Et juste pour finir, j'ai vu aussi que tu utilisais pas mal les produits Nutrimuscle. Est-ce que tu as des recommandations, sans rentrer dans du détail, mais on reste sur du général, sur les compléments? Qu'est-ce que toi tu suggères aux gens? Alors on ne parle pas du sportif professionnel, hein, mais le sportif loisir qui est bien impliqué, qui a envie de progresser, où est-ce qu'il doit mettre sa priorité, même si pour moi les compléments ça doit pas être une priorité, mais je veux dire, sur les compléments, qu'est-ce que tu considères comme voilà, une base ce qui est important, quoi. Ben, les compléments de santé, c'est ce que je dis toujours, pour être en bonne santé. Par exemple, les multiminéraux. Bon, si tu peux les isoler, c'est mieux, mais après, ça demande un peu plus d'argent. Mais un truc simple, multivitamines, multiminéraux. Mais moi, après, j'isole. Mais bon, après, moi, c'est pas pareil, c'est autre chose. Mais après, par exemple, des oméga 3, tu vois, tu vas prendre des choses de santé, même si les oméga 3 aujourd'hui sont un peu attaqués, mais quand même, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Mais tu vois, tout ce qui est complément santé, la vitamine D3, MK7, tu vois, voilà, pour le système immunitaire, le sélénium, pourquoi pas, la choline aussi pour le foie. Enfin, tu vois, tout ce qui va protéger ton organisme, surtout, tu as vu, dans la période dans laquelle on est actuellement, plus les compléments santé que la protéine, ou la protéine, plus ou moins, tu vas la retrouver dans la nourriture. Maintenant, c'est vrai que la vitamine D3, si tu vas pas au soleil, bon, MK7, c'est même pas la peine. Enfin, la K2, pardon, c'est même pas la peine, pour la trouver, c'est quasiment impossible. Pareil pour les multiminéraux, le magnésium, le potassium et tout, je vous souhaite bien du courage pour tout avoir. Donc voilà, ça c'est des trucs qui sont plus pertinents pour moi que de prendre de la protéine. Et peut-être un peu de créatine aussi. Ouais, la créatine, surtout à partir d'un certain âge, j'avais vu que 5 grammes minimum, enfin voilà, 5 grammes c'était une bonne base pour tout le monde, tu vois, sans parler du... Même pour la longévité, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, tu vois, c'est bien sûr du collagène, pour les articulations, la peau. Voilà, tout ce qui touche à la santé pour moi, il faut aller. Plutôt que de se dire toucher à la performance. Comme je t'ai dit, c'est la prévention qui crée l'optimisation. Et être un vieux, en quelque sorte, en forme. Tu vois? C'est ça, ouais. Parce que les protéines, c'est vrai que ça a un aspect pratique, parce que des fois, ça te permet d'atteindre tes objectifs de protéines de la journée sans être, tu vois, sans avoir à devoir digérer des grosses quantités. Mais surtout nous, qu'on a des salles, on va pas se mentir, Greg. Moi, je prends ma barre protéines Nutrimuscle, voilà. Là, je vais prendre ça à goûter. C'est bon. Ma gamelle, je la prends quand je suis en prépa les 2 derniers mois. Là, maintenant, c'est pratique. On va pas se mentir. Tu prends ton shaker après ton entraînement, t'as bu, bon, c'est tranquille. Et après, tu prends ta route. Voilà, non, mais c'est clair. C'est surtout pour moi. Moi, je te parle franchement, les compléments, c'est pour me faciliter la vie. C'est ça facilite la vie. Ça, c'est clair et net. J'ai pas le temps, des fois, malheureusement, de faire ce que je voudrais, tu vois. Et puis, je trouve qu'il y en a pas mal, au final, qui, au niveau de la digestion, sont plus faciles que d'aller se taper un vrai repas, tu vois. Du coup, si tu as besoin de prendre ta collation et derrière d'être disponible physiquement quand même assez rapidement, c'est plus pratique, tu vois, que d'aller se prendre vraiment des aliments qui seraient peut-être plus sains à la base, mais tu vas devoir prendre des plus grosses quantités, quoi. Là, c'est un concentré, quoi. Non, mais
Je suis entièrement d'accord. Il y a aussi ça, de se faciliter la vie quand même. Ça, c'est clair, quoi. Mais oui, ça, les gens, ils oublient parfois. Ah oui, oui, oui. Parce que ça te permet de durer Ouais, de durer, en fait, dans le temps. mais oui, Que ça soit facile à mettre en place. c'est ça. Il y en a plein qui, que ce soit sur leurs entraînements, sur la nutrition et tout, qui partent dans des trucs. Et enfin, tu vois très bien que ça va pas durer parce que c'est pas quelque chose de C'est tenable. difficilement applicable, Ouais, effectivement, sur le long terme. ouais, Des fois, c'est difficilement applicable. mais oui. Ok, bah écoute, je pense qu'on a, je sais pas combien de temps on a fait, mais c'est pour un premier podcast ensemble, je pense que c'est déjà pas mal. On est ouais à une heure, presque 1h40. Donc bah, c'était super. Je trouvais ça. Merci beaucoup, Greg, en tout cas, pour ton invitation. Bah ouais, et puis éventuellement en refaire. Allez, on va terminer, même si ça va dater du coup un peu le podcast, mais est-ce que tu prends le risque d'une prédiction pour Cyril et Francis? Oui, je le dis sur ma chaîne YouTube, je veux le dire. Moi, je vois Cyril. Ouais, Je vois Cyril. Je pense qu'il peut le faire. ok. Après, ça peut aller dans les deux sens, on est d'accord, On les sait deux très sont bien. très forts. Et en réalité, C'est pas une question de. moi, dans les prédictions, je trouve que tu as toujours un peu de mal. Enfin, maintenant, je dis, voilà celui que j'aimerais bien qu'il gagne, parce que tu as quand même souvent un préféré, même si tu peux bien aimer les deux. Et après, tu dis, bon, voilà parfois ce que peut-être je pense qu'il va se passer, mais j'aimerais mieux que ça se passe comme ça. Mais de toute façon, c'est du. Tu vois, c'est pas ça peut pas être une. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre, surtout que les deux, actuellement, c'est vraiment les deux meilleurs dans la catégorie. Ouais. Donc voilà. Mais moi, je pense que Cyril peut le faire. Mais après, je ne serais pas surpris que Francis le connecte. Ouais. Surtout Il a que les capacités Francis, de le connecter. le Francis du deuxième combat contre Stipe, il y avait eu une belle progression. Et tu vois, il était plus patient, plus mesuré, des défenses de takedown super solides et tout. Donc, je pense qu'en tout cas, ça va être vraiment un combat très intéressant, quoi. Surtout que le Cyril qu'on a vu contre Derek Lewis, il faisait flipper. Ouais. Ah non, mais là, Donc, les deux font flipper, hein, de toute façon. les deux sont à leur apogée, je pense. Ouais. Pas techniquement, Cyril. Pas techniquement, mais psychologiquement, Cyril, il est à son top, il est invaincu. Non, j'ai hâte de voir ce match en tout cas. Ouais, et ben moi aussi. Et puis comme ça, on va kiffer. Bon, mais parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Et de toute Merci façon, à toi, Greg. on reste en contact et je mettrai tous les liens pour te suivre et tout. Allez voir ce qu'il fait, c'est super qualitatif, super intéressant. Et c'est pour ça que je l'ai contacté, quoi. Ben, merci beaucoup, Greg.